Bien, bonjour. Donc, ce soir, je vais évoquer la seconde partie du sujet concernant la thérapie génique. Vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, que je me suis arrêté sous forme d'une question. Comment on allait faire pour faire ce qui est inscrit au point 5 de cette diapositive. C'est exactement là où on s'est arrêté. Comment obtenir l'expression d'un gène thérapeutique, un transgène, dans seulement un compartiment limité de cellules, tout issu de cellules souches. Et en l'occurrence, très spécifiquement, ce qui nous intéresse là, c'est d'obtenir l'expression du gène de l'hémoglobine, la chaîne bêta de l'hémoglobine, qui est très important pour, comme vous le savez, le transport de l'oxygène dans les globules rouges. Donc d'obtenir cette chaîne bêta de l'hémoglobine exprimée normale dans les globules rouges et pas dans les autres cellules sanguines, tout en ciblant les cellules souches qui donnent naissance à toutes les cellules sanguines. Donc ça, c'est une affaire compliquée. C'est pour ça que dans la hiérarchie des événements, ça apparaît ici comme un point numéro 5 de difficulté croissante de développement de la thérapie génique centrée sur les cellules sanguines, sachant qu'après, on va discuter d'autres types de thérapie génique. Alors comment on peut faire ça? Ça repose sur les connaissances de la biologie fondamentale. Enfin, d'abord, pardon, avant de dire comment, pourquoi? Le pourquoi après tout s'embêter à bloquer l'expression ou faire qu'il n'y ait pas l'expression du gène de la chaîne bêta de l'hémoglobine dans d'autres cellules que les globules rouges, donc en gros dans les globules blancs, parce qu'on sait que si cette chaîne est exprimée dans les globules blancs, où elle ne l'est pas normalement, physiologiquement, ces protéines vont précipiter et vont entraîner la mort des cellules. Donc ce n'est pas une bonne idée. On veut simplement, si je puis dire, encore une fois, que cette protéine soit présente dans les globules rouges et uniquement les globules rouges. Alors comment on peut faire ça? Comment on le fait? Ça repose sur la biologie et des travaux en fait, qui remontent aux années 70 pour les premières, et qui sont des études de génétique et de contrôle de l'expression de gènes. Donc vous avez ici une partie du chromosome 11 humain. Et sur le chromosome humain, il y a ces rectangles noirs qui représentent les différents gènes qui codent pour des chaînes de l'hémoglobine. Donc encore une fois, l'hémoglobine, c'est une protéine, c'est la protéine principale et de loin des globules rouges. Et son rôle, c'est de fixer l'oxygène au niveau du sang des poumons et de libérer l'oxygène dans les tissus. Donc c'est un transporteur d'oxygène évidemment essentiel à la vie. Donc l'hémoglobine chez un sujet adulte est composée de 4 protéines. Il y a 2 fois les mêmes, une chaîne alpha et une chaîne bêta, ou A et B. Donc le gène B, c'est celui qui va nous intéresser, qui code pour la chaîne bêta de l'hémoglobine, est muté dans certaines maladies. Il y a aussi A qui peut être muté, puis il y a d'autres gènes qui sont exprimés pendant la vie fétale, etc. Je n'en parle pas aujourd'hui. Donc le gène, oulala, ça commence bien, qui code pour la chaîne bêta de l'hémoglobine, il est là. Il y a 3 exons, des introns, ok. Mais le point, donc ça jusque-là, c'est la génétique ultra classique comme on la connaît pour plein d'autres gènes. L'élément très important qui a été identifié par un monsieur qui s'appelle Frank Groswell dans les années 70 et 80, c'est que quelque part sur le même chromosome, pas très loin, il y a 4 régions qui sont marquées ici par les cercles bleus, qui sont des régions qui contrôlent l'expression en fait, de toutes ces molécules, de tous ces gènes, excusez-moi, mais notamment donc, du gène qui code pour la chaîne bêta de l'hémoglobine, et qui font que ces régions de l'ADN sont sensibles à des protéines qui sont exprimées que dans les précurseurs des globules rouges. Donc, si on construit un vecteur compliqué qui comme d'habitude, dans les autres cas qu'on a discutés la semaine dernière, pour les déficits immunitaires par exemple, contient l'élément du gène lui-même, un promoteur, parce qu'il faut toujours un promoteur, rappelez-vous ce que je vous ai dit la dernière fois, pour obtenir l'expression de l'ARN messager, mais on ajoute, donc là les choses se compliquent, ces éléments géniques-là, qu'on appelle la locus control region, donc c'est un locus, une région de l'ADN qui contrôle l'expression des gènes dans la région. Donc si on ajoute ce morceau-là, on va voir ça sur les vecteurs qui suivent, on doit avoir une situation où en principe, on va obtenir l'expression de ce gène, même s'il est présent dans toutes les cellules souches de la moelle osseuse, on va obtenir son expression que dans les précurseurs des globules rouges grâce à des protéines qui se fixent sur ces éléments bleus ici. Ce que je vous ai dit là en 1 minute, c'est probablement, je ne sais plus exactement, mais on va dire 10 à 20 ans de travail de dizaines de personnes. C'était un boulot énorme, magnifique. À l'époque, c'était une époque où la biologie moléculaire, la connaissance du contrôle de l'expression des gènes n'était pas du tout ce qu'il est aujourd'hui. C'était un travail absolument magnifique de montrer comment physiologiquement un gène est exprimé et comment il est exprimé dans un tissu donné et pas dans un autre. Mais c'est utile sur un plan fondamental et c'est utile en thérapeutique puisque c'est la base sur laquelle il a été ensuite possible d'envisager la thérapie génique des maladies génétiques de l'hémoglobine.
Et il y a deux, enfin il y en a d'autres, mais il y a deux grandes maladies qui sont relativement fréquentes, deux grandes maladies génétiques qui touchent l'hémoglobine. Il y a la bêta-thalassémie. La bêta-thalassose, c'est du grec qui veut dire mer. Et c'est comme ça que les Grecs appelaient la mer Méditerranée, parce qu'il se trouve que la maladie est relativement fréquente dans les populations qui habitent autour de la Méditerranée, mais pas que. Par exemple aussi, il y a d'autres formes de bêta-thalassémie et d'autres mutations qui sont présentes en Asie du Sud-Est et encore d'autres ailleurs. Enfin, ça touche beaucoup de monde. Donc ces personnes qui ont des mutations différentes du gène qui code pour la chaîne bêta de l'hémoglobine ont des anémies parce qu'ils ne sont pas capables de produire une chaîne bêta d'hémoglobine en quantité et en qualité suffisante. Donc ceci provoque la mort des précurseurs des globules rouges. Ces gens ont des anémies, leurs moelles osseuses se mettent à fonctionner en excès pour essayer de compenser le défaut de production des globules rouges qui meurent prématurément aussi. Ça provoque des maladies des os. Et les personnes, jusqu'à l'ère de la transfusion sanguine, mouraient, pour ceux qui avaient les formes sévères, donc qui n'étaient pas capables de produire assez d'hémoglobine, mouraient d'anémie. Donc depuis qu'il y a eu les transfusions sanguines, donc le XXe siècle, schématiquement, ces gens peuvent vivre grâce en leur apportant des globules rouges régulièrement, mais le problème que cela enclenche, c'est le fait que plus on apporte de globules rouges, plus on apporte du fer. L'hémoglobine est associée au fer. Donc ces malades ont un excès de fer dans leur corps qu'ils n'arrivent pas à éliminer spontanément, et ce fer va s'accumuler dans les tissus, notamment dans le foie, dans le cœur, et pas dans la peau, et donner une maladie qu'on appelle hémochromatose. Et cette hémochromatose est en soi mortelle. Ces personnes, dans les années 50, encore 60, même encore un petit peu aujourd'hui, mouraient d'intoxication par le fer. Je vous fais un historique rapide de l'histoire de la thérapeutique de ces maladies pour resituer la thérapie génique ensuite. Dans une période plus récente, on a développé des médicaments qui chélatent le fer, ce qui permet de retirer le fer. Donc ça réduit le taux de fer, c'est une bonne nouvelle, mais pas complètement, donc ça ne résout pas tous les problèmes, et puis c'est très astreignant pour les malades, encore qu'il y a eu des progrès récents. Comme c'est une maladie du système sanguin, il a été proposé dans les années 80, après que c'était efficace pour d'autres maladies, pour les malades qui avaient des donneurs compatibles, de faire des greffes de moelle osseuse, donc de remplacer la moelle osseuse qui produisait des globules rouges anormaux à cause de la mutation du gène de ce gène-là, par la moelle osseuse de quelqu'un qui produit normalement des globules rouges. Donc ça peut fonctionner, notamment lorsque le donneur est compatible, mais il faut savoir quand même qu'on prend un risque vital pour quelqu'un dont l'espérance de vie, certes, est réduite par la maladie, mais n'est pas un risque vital à très court terme. Donc ce n'est pas très facile de prendre la décision de traiter ces malades. Donc il n'y a pas aujourd'hui une thérapeutique simple et parfaitement efficace, loin de là, pour toutes les populations, les millions de personnes qui ont des thalassémies dans le monde. Et la deuxième maladie principale qui touche la chaîne bêta de l'hémoglobine, c'est la drépanocytose, qui est une mutation très particulière, qui fait que l'hémoglobine précipite en cristaux au sein des globules rouges. Ça déforme les hématies qui ont des formes de faux, et ceci bouche les vaisseaux, entraîne des thromboses et toutes sortes de complications. C'est une maladie qui est relativement fréquente dans les populations noires d'Afrique centrale, qu'on retrouve donc dans toutes les populations noires aux Antilles, aux États-Unis, les populations immigrées, et qui n'est pas une maladie exceptionnelle, loin de là, dont la gravité est variable en fonction des cas, je ne vais pas entrer dans trop de détails, mais qui est une maladie extrêmement invalidante et qui peut être mortelle. Et à nouveau, qui peut éventuellement être traitée par greffe de moelle osseuse, avec de bons résultats lorsque les donneurs sont compatibles, mais quand même à nouveau une prise de risque qui pose question, et pour lesquelles il y a quelques médicaments, mais pas des choses qui soient totalement satisfaisantes. Donc c'est un contexte où, si on est capable d'utiliser ce que je viens de vous raconter, c'est-à-dire moduler de façon spécifique l'expression du gène qui code pour la chaîne bêta de l'hémoglobine au sein des cellules précurseurs des globules rouges, on peut peut-être avoir un effet thérapeutique. Donc qu'est-ce qui s'est fait dans ce domaine-là? Il y a quelques équipes dans le monde, dont celle de Philippe Leboulch, qui a travaillé en partie aux États-Unis et en partie en France. Maintenant, il est plutôt en France, enfin il est aussi en Thaïlande un peu, de temps en temps. Il est parmi ceux qui ont développé des vecteurs, je ne vais pas entrer dans trop de détails, mais juste vous montrer ce qui a été fait. Vous avez ici deux vecteurs très proches qui sont aujourd'hui utilisés en thérapeutique, qui sont des lentivirus. Donc, rappelez-vous ce que je vous ai dit la dernière fois. Les lentivirus, ce sont des vecteurs qui ont la capacité de rétrotranscrire leur matériel génétique qui est fait d'ARN en ADN. Et cet ADN, au contact du génome, est capable de s'intégrer dans le génome de telle manière que le gène thérapeutique, ici donc le gène de l'hémoglobine, va être inséré dans le génome, va être répliqué donc à chaque fois que les cellules se divisent et va être capable d'être transcrit et donner naissance donc à la chaîne bêta de l'hémoglobine. C'est le principe.
Le virus de base, c'est le virus HIV, le virus du sida. Je vous en ai parlé la dernière fois, je vous rappelle que ce virus est très intéressant, enfin en tous les cas, ce vecteur dérivé de ce virus est très intéressant parce qu'il a la capacité d'induire l'intégration du matériel génétique dans le génome de cellules, même lorsqu'elles ne sont pas en division. Il suffit qu'elles soient un tout petit peu activées dans la phase dite G1 du cycle cellulaire. Et c'est très intéressant pour cibler les cellules souches, en l'occurrence bien sûr les cellules souches du sang qui sont dans la moelle osseuse, puisque l'immense majorité de ces cellules souches, à un moment donné, ne sont pas en division et donc ne sont pas accessibles aux autres types de vecteurs qu'on avait pu utiliser dans le passé, dont je vous ai parlé la semaine dernière. Donc tous les virus, les vecteurs qui sont en train de développer, ce sont deux exemples ici, et il y en a d'autres dans d'autres équipes dans le monde. Ce sont des vecteurs lentiviraux, vous voyez écrit HIV, et le matériel génétique est là. Alors, vous retrouvez ici en rouge et rose le gène qui code pour la chaîne bêta de l'hémoglobine. Il y a une petite modification qui a été faite, c'est un détail, mais c'est juste pour pouvoir la reconnaître dans les globules rouges des malades après. Et puis, donc c'est ça la nouveauté intéressante par rapport aux autres thérapies géniques, c'est qu'en plus donc, ont été ajoutés ici le fameux LCR, Locus Control Region, qui est là. Il a été ajouté, vous imaginez tous les tâtonnements, il a fallu chercher la région minimale pour obtenir le meilleur effet, donc pas trop, mais aussi la séquence suffisante, donc beaucoup de tâtonnements. Vous voyez, ça représente 2,7 kilobases de 2700 paires de bases d'ADN, qui permet donc le contrôle de l'expression du gène de l'hémoglobine, de telle sorte qu'il soit exprimé uniquement dans les globules rouges et pas dans les globules blancs. Donc c'est une certaine prouesse si ça marche. Le deuxième vecteur en dessous, c'est presque le même, il y a des petites nuances de... Je ne vais pas entrer dans les détails, et il est aujourd'hui utilisé dans des essais cliniques. Donc les essais cliniques sont absolument balbutiants, ça a été testé chez la souris, il y a des modèles par exemple de thalassémie chez la souris qui ont été obtenus par recombinaison génétique, et ce type de vecteur est assez efficace pour corriger la thalassémie chez la souris, mais comme je vous ai aussi dit la semaine dernière, les modèles murins, c'est beaucoup plus facile à considérer et à traiter que les modèles humains, les malades, mais c'est quand même une avancée. Et puis donc ceci a conduit à des premiers essais thérapeutiques. Premier malade traité de façon relativement efficace, c'est celui-là, et pendant très longtemps il a été le seul. C'est un malade qui a été traité, comme vous pouvez le voir, en 2007. Donc il a reçu une autogreffe de ses propres cellules de la moelle osseuse, donc qui étaient prélevées de son corps, et elles ont été infectées ex vivo au laboratoire par le premier vecteur que je vous ai montré, là, celui-là, là-haut. Et puis elles ont été réintroduites donc, en transfusion dans le sang de ce malade, qui avait à peu près 20 ans quand il a été traité. Et il a reçu, entre les deux, pendant que les cellules étaient traitées au laboratoire, une chimiothérapie pour éliminer un maximum de cellules non corrigées de sa moelle osseuse. Et ici, ce qui a été obtenu n'est pas spectaculaire, mais quand même une première preuve tangible qu'il se passe quelque chose. Vous pouvez voir la situation donc, à partir du jour du traitement, jusqu'à, disons, 80 mois à peu près, c'est à peu près la période actuelle. Post-traitement, au début, il se passe ce qui se passait avant le traitement, c'est-à-dire qu'il avait régulièrement des transfusions. Et vous voyez ici, en ordonnée, c'est le taux d'hémoglobine dans le sang. Vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a un losange rouge, il a reçu une transfusion sanguine qui lui permet de remonter de quelques grammes l'hémoglobine, mais ça rechutait régulièrement, comme chez tout malade thalassémique relativement sévère, jusqu'à peu près 1 an après la thérapie génique, où il n'a plus vraiment eu besoin de transfusion. Et il a maintenu un taux d'hémoglobine qui n'est pas normal. La normale, l'hémoglobine, c'est là-haut, c'est 14 à peu près, environ. Mais il est stable aux alentours de 9 grammes, avec 9 grammes pour 100 millilitres, pour 9 grammes pour 100 millilitres de sang, on vit convenablement. Pas parfait, mais c'est convenable. Donc cet homme, depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, à peu près, a un taux d'hémoglobine stable. Il n'a plus besoin de transfusion. Donc le traitement, même s'il n'a pas guéri complètement sa maladie, lui a permis, pendant à peu près 6-7 ans, de vivre confortablement sans transfusion sanguine, ce qui change la vie d'un malade thalassémique. Et il a pu être estimé, je ne vais pas vous montrer les détails, que la thérapie génique a permis de produire environ l'équivalent de 3 grammes d'hémoglobine en permanence. C'est-à-dire que parmi, mettons 9 pour simplifier, les 9 grammes d'hémoglobine, il en avait 3 qui étaient ce qu'on appelle l'hémoglobine fétale, qui peut être produit en excès chez les malades thalassémiques, qui compense un peu la gravité de la maladie. 3 grammes qui étaient de l'hémoglobine anormale, mais quand même avec une certaine utilité. Et 3 grammes d'hémoglobine normale. Donc 3 plus 3 plus 3, ça fait 9. Donc avant, il était à 6-7 et il est passé à 9. On peut dire que ce n'est pas spectaculaire, mais c'est significatif et ça a duré des années. Donc c'était le premier signal que peut-être
ce type de thérapeutique avait une chance d'améliorer des patients atteints de thalassémie, voire de drépanocytose. Donc, sachant que ça a été fait, comme vous pouvez le lire, en 2007, donc ça fait maintenant 8 ans, et qu'il y a eu des améliorations techniques qui rendent la capacité de traiter les cellules de la moelle osseuse de ces patients bien supérieure. Donc, du coup, en ce moment, et je ne peux pas vous donner des résultats pour l'instant, mais vous en entendrez sûrement parler dans les années qui viennent, il y a plusieurs essais cliniques dans le monde en cours, à Paris, aux États-Unis, pour tester des vecteurs du type de ceux que je vous ai montrés, qui sont techniquement et méthodologiquement, enfin techniquement améliorés et méthodologiquement mieux utilisés, avec l'espoir que cette même approche permettra de corriger, au moins partiellement, peut-être complètement, sait-on jamais, dans tous les cas partiellement, et ça peut suffire, l'anémie de ces malades, éviter qu'ils soient transfusés et peut-être au bout d'un moment éviter qu'on continue à leur prendre du fer, donc leur permettre de mener une vie normale, ce qui serait évidemment un progrès considérable pour ces malades qui sont très nombreux dans le monde. Ils sont beaucoup plus, ce sont des maladies génétiques, certes donc relativement rares, mais qui n'ont rien à voir avec la fréquence des déficits immunitaires dont je vous ai parlé la semaine dernière. Donc, on va voir ce que ça donnera. On n'est pas au bout de l'évaluation, loin de là, de cette approche clinique, mais c'est une voie relativement prometteuse de thérapeutique, donc fondée sur le transfert de gènes, donc la thérapie génique. Donc rendez-vous dans 1, 2 ou 3 ans, je ne sais pas dans quelles circonstances, mais peut-être à des cours du collège, pourquoi pas, on verra bien en fonction de l'évolution des choses, pour reparler des progrès dans ce domaine. Donc maintenant, je vais changer de sujet. Très brièvement, je vais évoquer le fait qu'à côté de la moelle osseuse, on peut traiter la peau, et puis après, on va parler de cancer. Alors, dans la peau, vous savez que la peau, il y a le derme et l'épiderme, et il y a des cellules souches qui permettent de régénérer de la peau. Un exemple classique et même assez spectaculaire, c'est les personnes qui sont brûlées, où on peut, en prélevant des zones de peau saine, cultiver au laboratoire des cellules qui vont donner naissance à de l'épiderme, recouvrir la peau donc, des individus brûlés, ce qui est une façon de démontrer avec efficacité qu'une autogreffe de cellules souches peut être efficace. Mais à côté de cela, ce n'est pas de ça dont je vais vous parler, il existe des maladies génétiques très rares mais terribles, où la peau est très gravement lésée, parce qu'il manque des protéines qui permettent d'assurer la structure de la peau et le fait que l'épiderme tienne sur le derme. Donc, ce sont des maladies qu'on appelle des épidermolyses bulleuses. Donc bulleuse, il y a bulle, épidermolyse, il y a lyse de l'épiderme, ça veut dire que l'épiderme se décolle du derme. Donc ce sont des malades qui spontanément ou sur des micro-traumatismes vont avoir leur peau qui se décolle, donc comme s'ils étaient brûlés. Donc c'est absolument épouvantable. C'est des maladies dans les formes les plus sévères qui sont terribles, terribles. Donc on connaît les bases génétiques de ces maladies. Et par exemple, là dans l'exemple qui est ici, qui est pour l'instant le seul qui ait été réalisé en termes d'essais cliniques chez l'homme, il manque un gène, enfin il manque une mutation d'un gène qui code pour une substance qui s'appelle une laminine qui maintient les couches cellulaires l'une à côté de l'autre. Donc ce qui a été fait, c'est exactement le même type de stratégie que celle dont j'ai parlé dans le traitement des maladies génétiques du système sanguin. C'est qu'on a utilisé un vecteur, là en l'occurrence d'ailleurs c'est un vecteur de la première génération, un de ces rétrovirus dont je vous ai parlé la semaine dernière. Donc évidemment ici le gène est différent de ceux dont je vous ai parlé la semaine dernière. Et ce qui a été fait, c'est de prélever les cellules de la peau et d'infecter ex vivo les cellules de la peau avec ce vecteur viral pour obtenir l'expression de la protéine et de réimplanter des couches, comme on fait pour les brûlés, des couches de cellules épidermiques qui ont été kératinocytes, comme ils s'appellent exactement, obtenues au laboratoire, de les réimplanter au moins dans certaines parties de peau lésée. Alors ça a été fait expérimentalement que sur quelques dizaines de centimètres carrés de la peau, mais c'était un premier essai, où vous avez ici, ça a été fait, vous voyez, au niveau de la partie supérieure de la jambe, vous voyez une lésion ici assez importante. Et vous voyez progressivement la même région, je n'arrive pas à lire ici, ça doit être 8 jours, peu importe, 1 mois, 6 mois, 10 mois, l'aspect de la peau s'est normalisé. Alors, c'est une toute petite région, mais quand même, c'est un test qui est très intéressant. Et on peut regarder évidemment plus précisément en faisant des biopsies et regarder les marquages dans la peau. Et vous avez ici l'expression de la protéine en vert dans l'épiderme. Vous voyez qu'il y a plein de cellules vertes qui sont évidemment présentes dans la peau, dans la région traitée du malade. C'est par rapport à un contrôle où le contrôle est en rouge, mais il n'y en a pas tout à fait autant que dans une peau normale. Mais quand même, il y a toute une série de cellules qui expriment la protéine qui permet à la peau de prendre une structure quasi normale dans cette région. Donc, autrement dit, ce qui a été obtenu, même si ça reste encore expérimental et ces recherches ont été interrompues
parce qu'elles sont survenues au moment où il y a eu les complications leucémiques, je vous ai parlé la semaine dernière, donc ça a mis ça un peu entre parenthèses, mais c'est un domaine qui est en train de repartir aujourd'hui. Mais ce qui a été obtenu comme preuve de principe encourageante pour le futur, c'est une capacité de régénérer un épiderme fonctionnel qui exprime le gène thérapeutique, et donc une peau à peu près normale. Donc on peut espérer à l'avenir que pour ces malades qui ont ces maladies absolument épouvantables, une approche de thérapie génique ex vivo qui cible des cellules souches, des kératinocytes, de l'épiderme, permettra de reconstituer des lambeaux de peau normales et qu'on les implante progressivement à la surface du corps de ces patients, ce qui sera pour eux très appréciable. C'est une approche qui est plus compliquée que celle de la thérapie génique des cellules du sang, évidemment, plus délicate, mais qui est envisageable. Voilà pour ce petit détour par la peau. Pour vous parler à nouveau de cancer, je vous avais parlé de façon relativement détaillée de cancer avec les nouveaux traitements par des anticorps monoclonaux il y a 15 jours. Et on va reparler de nouveaux traitements des cancers, cette fois-ci par la thérapie génique, avec, et c'est à peu près simultané dans les toutes dernières années, un type d'avancée, parce qu'il y en a plusieurs, mais une surtout, qui est très intéressante. Donc, je vais vous expliquer de quoi il s'agit et qui est totalement fondé, bien sûr, sur le transfert de gènes. Donc, d'une manière générale, il y a le concept que lorsqu'on cherche à traiter un cancer, une façon de le faire, c'est de renforcer les défenses immunitaires contre les cellules cancéreuses, puisque par définition, s'il y a cancer chez un individu, c'est que ces cellules n'ont pas pu être éliminées par les cellules du système immunitaire, alors qu'on sait qu'il existe des réponses immunitaires contre les cellules cancéreuses. Donc, comment peut-on améliorer les propriétés des cellules immunitaires pour combattre un cancer ? Il y a toutes sortes de stratégies qui ont été testées au cours des années, des 30 dernières années, d'abord avec très très peu de succès, et donc encore une fois récemment avec plus de succès. Une approche qui n'est pas la thérapie génique stricto sensu, qui a été développée notamment par un chercheur américain qui s'appelle Rosenberg, qui est assez connu dans le domaine, consiste à essayer d'augmenter la réponse immunitaire des lymphocytes T en faisant présenter aux lymphocytes T des antigènes du cancer qui sont insérés dans des cellules dendritiques, qui sont les cellules qui présentent l'antigène aux lymphocytes T. Donc on peut faire ça au laboratoire, réinjecter les lymphocytes T qui ont été, donc, si vous voulez, entre guillemets, hyper immunisés, vaccinés, bref, contre des antigènes du cancer, et voir ensuite si ces cellules, qui sont des auto-injections de cellules donc on a stimulées au laboratoire, permettent d'améliorer la défense contre le cancer. C'est une approche difficile et qui n'a pas donné vraiment beaucoup de résultats. L'approche plus intéressante que je vais développer, c'est celle qui est inscrite maintenant, qui va consister par thérapie génique à modifier les lymphocytes T en leur conférant une propriété qui va leur permettre de combattre des cellules cancéreuses en leur faisant exprimer à la surface une nouvelle molécule, qui est une molécule qui n'est pas naturelle, je vais vous montrer ça dans un instant, mais qui est très active pour reconnaître une cellule cancéreuse et pour déclencher une réponse immunitaire. Donc c'est ça qui a été un progrès important de ces dernières années que je vais vous expliquer. Le principe est le suivant. Vous avez un petit lymphocyte T là. On va transférer un gène avec un vecteur rétroviral, les mêmes vecteurs dont je vous ai déjà parlé. Ce sont les mêmes. C'est le même principe. Ça marche dans les cellules de la moelle osseuse, ça peut marcher dans les cellules de la peau, on l'a vu. Ça marche aussi dans les lymphocytes. Donc on utilise un vecteur rétroviral qui peut être les vecteurs classiques ou plutôt les lentivirus maintenant, qui sont un peu plus efficaces, de telle manière que ce lymphocyte T va exprimer une protéine qui est schématisée ici. Je vous montrerai ensuite en détail ce qu'est cette protéine. Mais pour l'instant, donc, dans le principe, une protéine qui, vous voyez, va à la surface. Et encore, évidemment, ce n'est pas à l'échelle du tout. Il n'y en a pas qu'une, il y en a des milliers à la surface du lymphocyte T, mais c'est le principe. Et cette protéine, ce qui nous intéresse, c'est qu'elle reconnaît quelque chose, qui est marqué ici schématiquement par le petit point noir, à la surface d'une cellule tumorale. On va voir tout à l'heure de quoi il s'agit. Donc ce lymphocyte T est capable, on l'a éduqué d'une certaine manière, à travers ce transfert de gènes, à être capable de reconnaître une molécule de la cellule tumorale. Donc ça, c'est une bonne idée, parce que si ce lymphocyte T reconnaît quelque chose à la surface de la cellule tumorale, ça va le réveiller. Et le réveiller, c'est-à-dire qu'il va s'activer. Il y a toutes sortes de signaux biochimiques qui vont être induits, dont la conséquence va être que ces cellules vont se diviser, et pas uniquement 2 ou 3 fois, mais plein de fois, et que ces cellules vont être capables d'exercer les fonctions immunitaires, dont les fonctions cytotoxiques, dont on a déjà parlé, d'entraîner la mort des cellules cancéreuses. Donc ça, c'est le principe d'une immunothérapie liée à l'induction d'une fonction, on confère aux lymphocytes T une propriété qu'ils n'ont pas naturellement, et qui leur permet de tuer les cellules cancéreuses. Ça paraît un peu magique, mais vous allez voir comment on fait ça de façon très pratique. Et
c'est ce domaine-là qui s'est développé de façon assez forte au cours des 2-3 dernières années pour certains types très précis de cancers dont je vais vous parler maintenant. Et oui, le nom anglais qui est maintenant devenu presque déjà du langage courant, c'est que ces récepteurs-là, schématisés par cette espèce d'image, on les appelle, vous verrez pourquoi, des chimériques, c'est pas antigènes, il manque, c'est antigènes récepteurs, ou des CAR. Je vais sûrement utiliser, même si je ne fais pas exprès tout à l'heure, le mot CAR sans arrêt. Quand je parle de CAR, c'est que je parle de cette molécule-là. Chimérique antigène récepteur. Des récepteurs pour l'antigène chimériques, vous allez voir, parce qu'ils ne sont pas naturels, ils sont composés de petits morceaux de protéines naturelles. Si on résume à nouveau la situation générale, avant d'aller plus dans le détail, aujourd'hui, ce qui se fait en termes d'immunothérapie des cancers, c'est d'une part, vous avez ici en jaune au milieu la cellule cancéreuse, donc comment on va l'attaquer? On va l'attaquer avec des anticorps, ça je vous rappelle ce dont je vous avais parlé il y a 15 jours, des anticorps qui lèvent les freins des réponses immunitaires, qui font que des cellules naturellement capables de tuer les cellules tumorales vont se mettre à tuer. On a vu que c'était quelque chose de très intéressant, mais ce n'est pas le sujet du jour. On peut essayer de le faire, c'est ce que je vous ai indiqué tout à l'heure, parce qu'il est marqué en haut, c'est d'induire des réponses de lymphocytes T naturellement en les stimulant avec des antigènes tumoraux qu'on met dans des cellules dendritiques ou avec des cytokines, enfin, etc. On les active de telle manière qu'elles tuent mieux. Bon. Et puis, il y a ce qui est en bas. Et il y a soit on fait produire en grande quantité des clones de lymphocytes T spécifiques d'antigènes, on les fait se diviser beaucoup au laboratoire, soit, donc on arrive au sujet dont je veux vous parler maintenant, c'est les lymphocytes T qui expriment ces fameux CAR, ces molécules artificielles qui leur confèrent une propriété intéressante de réponse anti-cancer. Alors maintenant, on va regarder dans le détail comment ça marche. Ça vaut le coup d'entrer dans le détail, surtout que cette affaire est loin d'être terminée. Les progrès sont incessants. Ça a été des progrès obtenus étape par étape, d'une part par la compréhension des mécanismes moléculaires fondamentaux concernant la façon dont les lymphocytes T s'activent lors d'une réponse immunitaire, et puis ensuite un peu de tâtonnement, j'oserais dire de cuisine, où on ajoute un petit morceau de molécule, etc., et on regarde si ça fonctionne mieux, et puis par tâtonnement, on améliore le système. Alors on va regarder ça dans le détail. Ici, vous avez regardé uniquement la colonne de gauche pour l'instant. Enfin, vous avez deux fois la même chose. Ici, c'est le récepteur naturel pour l'antigène. Pour ceux qui connaissent bien de l'immunologie, ils savent que nous reconnaissons des peptides, c'est la petite boule jaune ici, qui sont présentés par les molécules HLA. MHC, c'est le nom générique en anglais, Major Histopathology Complex, donc les molécules HLA, qui sont à la surface de cellules présentant l'antigène. Je vous rappelle que les lymphocytes T ne reconnaissent pas des antigènes solubles, ils reconnaissent des antigènes, des peptides, des morceaux de protéines présentés par les molécules HLA. Donc, ce qui se passe physiologiquement, vous avez ici une molécule d'un récepteur T pour l'antigène. Chaque lymphocyte T en exprime genre 20 à 30 000 à sa surface, qui sont composés en général d'une chaîne alpha et bêta, associées à d'autres molécules qui vont être importantes pour induire des signaux d'activation de la cellule. Donc ça, c'est ce qui se passe naturellement. Il y a une activation, si ce récepteur il reconnaît ce peptide-là, il va y avoir des événements moléculaires dont je vais vous faire grâce, qui concernent ces molécules et d'autres, qui vont induire l'activation d'une lymphocyte T, qui va se diviser, qui va se mettre à produire des molécules importantes pour les fonctions effectrices des lymphocytes T. Et puis, physiologiquement, je vous rappelle aussi qu'il y a d'autres molécules qui sont impliquées dans l'activation des lymphocytes T. Donc, parfois, on dit qu'il y a un signal 1 qui est lié à la reconnaissance de l'antigène, et un signal 2, par exemple, qu'il y a une autre molécule qui s'appelle CD28, qui reconnaît des ligands, CD80 ou CD86, aussi à la surface de la cellule présentant l'antigène, et que les deux combinés, c'est ça qui permet une vraie activation puissante et effective de ces lymphocytes T pour engendrer une réponse immunitaire, que ce soit contre une cellule infectée par un virus, ou pourquoi pas, quand ça peut marcher, une cellule cancéreuse. Bon. Donc ça, on va passer, c'est à nouveau l'expression d'un récepteur T, mais là, on n'a pas. Ça, c'est ce qui se passe naturellement. Le problème, on a vu, c'est qu'en général, malheureusement, les lymphocytes T qui reconnaissent un peptide antigénique d'une cellule cancéreuse sont en situation où elles ne fonctionnent pas bien et elles n'arrivent pas à nous aider à se débarrasser des cellules cancéreuses. Donc l'idée est de rendre plus puissant ces cellules, d'avoir une reconnaissance plus nette des cellules cancéreuses et surtout d'induire une réponse immunitaire plus puissante. Donc ça a été fait étape par étape. L'idée a été de se dire, pour avoir une capacité de reconnaître facilement des molécules membranaires, en fait, on va utiliser des morceaux de gènes d'immunoglobuline. Pour ceux qui étaient là au cours sur les anticorps monoclonaux, on revient aux anticorps
et les régions variables de ces anticorps, qui ont été donc produites par génie génétique, associées, donc ce qui est en violet là, à la surface de la cellule, on met ça dans un lymphocyte T par transfert de gène, associée à une molécule jaune ici, qui est une molécule de signalisation, qui est un morceau d'une des protéines physiologiques qui est associée au récepteur T, en l'occurrence la région intracytoplasmique de CD3-zeta, si on veut être très précis. Donc on a ici la première génération de ces molécules artificielles, où il y a un module de reconnaissance en violet, donc qui est dérivé en fait de gènes d'immunoglobuline, mais reconnaissant naturellement une protéine à la surface de la cellule cancéreuse, on va voir lesquelles après, associé à un module de signalisation. Ce système marche un peu, mais n'est pas très efficace. Donc les chercheurs ont été compliquer le système. Ils ont toujours un module en violet qui est le module de reconnaissance de l'antigène qui est là, une protéine, quelle qu'elle soit, on va voir tout à l'heure encore une fois de quoi il s'agit. Et ils ont essayé, par tâtonnement, d'ajouter des modules de signalisation pour renforcer l'activation du lymphocyte T. Donc ils ont ajouté notamment des molécules qui sont impliquées dans la signalisation des récepteurs de type 2 qui sont ici. Donc là, c'est vraiment une molécule particulièrement hybride entre un morceau d'immunoglobuline, un morceau d'une protéine zeta qui est associée au TCR et un morceau d'une protéine qui est associée à des corécepteurs. Donc on prend des petits, on fait une espèce de pulse et on reconstitue une protéine chimérique, mais qui par tâtonnement s'est avéré, c'est marqué en bas, induire une activation avec une survie des cellules, leur prolifération, ce qu'on attend. Et ce n'était pas encore tout à fait parfait, on n'est toujours pas arrivé aux choses parfaites. Et maintenant, il y a une troisième génération, c'est ça qui est utilisé chez les malades, où on a encore modifié le système. Vous voyez maintenant qu'à côté du module de reconnaissance, donc il y a la partie extracellulaire, hein, ici, je vous rappelle, c'est la membrane de la cellule, au-dessus, on est à l'extérieur, et en dessous, on est à l'intérieur de la cellule, du lymphocyte T. Donc, il y a 3 modules supplémentaires. Il y en a un qui est orange, il y en a un qui est vert, je crois, et un qui est jaunasse, quelque chose comme ça. Donc on a toujours la chaîne zeta, le morceau la région intracytoplasmique, la chaîne zeta de CD3-zeta associée au TCR. On a toujours une molécule de co-signalisation de type co-stimulation. Et là, on a encore ajouté un autre module de co-stimulation dont on a montré par tâtonnement que ça marchait mieux. Vous voyez qu'il y a plus de croix, les cellules, lorsqu'elles activent, elles survivent mieux, elles prolifèrent mieux, etc. etc. Donc c'est une molécule chimérique avec 4 morceaux différents, tous issus ces morceaux de protéines qui sont physiologiquement présentes dans les cellules du système immunitaire. Mais on a recombiné tout ça par génie génétique, ça c'est assez simple à faire, pour fabriquer une protéine chimérique, donc un de ces CAR, qui s'avère être fantastiquement efficace pour induire des signaux d'activation lymphocyte T. Donc c'est le principe, la construction. Vous voyez, ça c'était publié en 2011, donc ça date d'il y a 4 ans. Il y a encore des modifications en cours sans arrêt pour trouver des molécules plus puissantes, plus efficaces. Alors, voilà, ça rappelle la même chose, avec d'ailleurs un certain nombre de variants. La première génération, il y avait un seul module ici. Deuxième génération, il y en a 2. Maintenant, il y en a 3, avec différents types de combinaisons possibles. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est à nouveau pour vous montrer la succession des molécules qui ont été fabriquées et testées au fur et à mesure, et à vrai dire que celles de troisième génération qui ont été testées chez les malades en essais cliniques. Alors, qu'est-ce qu'on peut reconnaître ? Une des difficultés de cette affaire, c'est qu'il faut que cette molécule, aussi merveilleuse soit-elle en termes de capacité d'induction de réponse immunitaire, il faut que par sa partie externe, ici en bleu sur ces diapos-là, ou en, je ne sais plus quelle couleur c'était, en violet, en mauve dans cette diapo-là plus compliquée. Donc il faut que cette région-là, donc ce morceau de chaîne variable d'immunoglobuline, reconnaisse une molécule présente à la surface de la cellule cancéreuse. Ça, le principe est simple. Mais c'est là que les difficultés commencent. C'est que les molécules qui sont présentes à la surface des cellules cancéreuses, l'immense majorité d'entre elles, elles sont présentes également sur des cellules normales. Donc si vous attaquez les cellules cancéreuses en ciblant une molécule qui est présente aussi sur les cellules normales, certes vous allez tuer les cellules cancéreuses, mais vous allez tuer les cellules normales. Donc dans un grand nombre de cas, imaginons que vous cherchiez à traiter une tumeur du cerveau, on va en montrer un exemple d'ailleurs tout à l'heure. Peut-être vous arriverez éventuellement à tuer les cellules cancéreuses, mais vous allez tuer aussi des neurones normaux. Ce n'est pas une bonne idée, naturellement. Donc, ce qui limite l'application de cette approche à des nuances près dont je vous parlerai après. Mais l'approche qui a été, pour l'instant, en clinique absolument efficace, a consisté à réfléchir à l'idée de traiter des cancers où le fait de tuer les cellules normales correspondantes
n'avait pas des conséquences importantes. Je m'explique. Et c'est montré ici. Non, ce n'est pas montré ici vraiment. On va rester avec ça, excusez-moi. Il y a, parmi tous les cancers, il y a les cancers des lymphocytes B. Ça s'appelle des lymphomes ou des leucémies. Donc je vous rappelle qu'on reste dans le système immunitaire, mais c'est les cancers des cellules du système immunitaire. 4% des cancers à peu près sont des leucémies B ou des lymphomes B. Si on tue les lymphocytes B normaux, qui sont dans nos organes lymphoïdes, dans notre moelle osseuse, dans l'intestin, etc., on va induire un défaut de production des immunoglobulines. Si on a un défaut de production des immunoglobulines, on a des risques infectieux importants. Mais on a une thérapeutique, on en avait parlé il y a quelques semaines, qui consiste à injecter aux patients qui ont un défaut de production des immunoglobulines, on leur injecte des immunoglobulines issues du plasma de donneurs de sang. Donc on peut compenser assez facilement les conséquences néfastes de la destruction des lymphocytes B humains. Je reprends l'exemple que j'indiquais juste avant. On ne peut pas compenser la destruction des neurones, c'est une évidence. On ne peut pas compenser la destruction massive des cellules du foie, par exemple, mais on peut compenser la destruction des lymphocytes B. Donc du coup, l'approche dont je vous parle, par l'écart, peut être, en tous les cas le raisonnement a été mené ainsi, et vous allez voir avec un certain succès, on peut envisager, accepter un inconvénient qui est de bloquer la production des anticorps, des immunoglobulines, pour permettre de traiter des formes sévères de cancer des lymphocytes B. Évidemment, ça ne traite pas tous les cancers, mais ça traite une fraction des cancers, qui encore une fois représente quelques pourcents des cancers. Donc c'est ce qui a été fait. Et ce qui a été dérivé en premier, même s'il y a d'autres exemples aujourd'hui, mais ça c'est vraiment ce que je vais vous montrer là, sont les résultats les premiers obtenus et qui restent les plus significatifs, c'est de développer des CAR, donc ces molécules chimériques là, de ce type-là, dont la partie bleue ici reconnaît une molécule qui est présente en grande quantité à la surface des lymphocytes B et qui n'est pas présente à la surface d'autres cellules. Le nom de cette molécule, peu importe, c'est CD19. Elle pourrait s'appeler X, Y, Z, ça ne change rien. Donc le principe, c'est qu'on a des lymphocytes, ces individus. On va prendre des lymphocytes T du malade, on va les modifier au laboratoire, ça c'est le transfert de gènes, thérapie génique, de telle manière qu'ils expriment un CAR anti-CD19. Ces lymphocytes T, on va les amplifier au laboratoire, on va les faire se diviser pour qu'il y en ait un certain nombre, et ensuite on va les réinjecter au malade. Donc c'est toujours une thérapie génique ex vivo, comme celle que j'ai évoquée avant concernant les cellules souches hématopoïétiques ou bien les cellules souches de la peau. Donc ces lymphocytes T modifiés, on les réinjecte au malade et on regarde ce qui se passe. Et donc ça a été fait tout d'abord par une équipe qui travaille à Philadelphie, aux États-Unis, et maintenant par d'autres équipes essentiellement en Amérique du Nord, avec des résultats assez spectaculaires. Ça, c'est un des résultats majeurs qui a été obtenu, vous voyez, récemment, et cette publication de ces résultats, c'est 2014, donc c'est tout récent. Vous avez ici la probabilité de survie des malades, event-free, ça veut dire en plus sans maladie. Donc c'est mieux que là, c'est juste une survie avec une maladie. Non seulement ils sont en vie, mais en plus ils sont en rémission de leur maladie. C'est évidemment l'objectif. En fonction du temps, après l'infusion de leur propre lymphocyte T, donc on injecte évidemment à 0 et on les suit ici dans ce travail pendant 2 ans. Okay, donc ces malades, ils ont reçu un nombre variable de cellules, parce que ça dépend de ce qui peut être obtenu. Il y a une variabilité d'un malade à malade, entre 1 et 20 millions par kilo de poids. Donc un individu, mettons, de 70 kg, il va avoir reçu entre 70 et 70 fois 20, ça fait 1400, merci, 1400 millions de lymphocytes T modifiés qui expriment un CAR anti-CD19. Okay, et donc ces cellules, elles ont été prises du sang, traitées au laboratoire, testées, amplifiées, donc ça prend un certain temps, et réinjectées par voie intraveineuse comme une transfusion. Okay, et le résultat est spectaculaire parce qu'on traite ici des malades qui ont des leucémies lymphoblastiques B aiguës en rechute, c'est-à-dire qui ont déjà eu des traitements, des chimiothérapies, etc., et qui sont en rechute dans une situation qui est quasi désespérée. Donc l'espérance vitale de ces malades, les premiers qui ont été traités, à ce moment-là, c'est voisin de 0. Or, vous pouvez voir qu'il faut suivre la courbe en trait épais, que la moitié des malades sont encore en vie. Il y en a très peu à ce stade-là, mais enfin, il semble y avoir, comme on dit, un plateau, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de malades qui est rechuté au-delà de 6-9 mois après le traitement. Donc, il semblerait, en tous les cas si on se place à 2 ans, que l'espérance que ces malades soient en vie, en rémission, 2 ans après le traitement est de 50%. Donc on passe de 0 à 50%. Ce qui est absolument remarquable, c'est d'autant plus remarquable que ce n'est pas un résultat unique et que maintenant plusieurs équipes dans le monde ont reproduit ces résultats.
Donc cette approche qui consiste à conférer à des lymphocytes une propriété immunologique qu'ils n'ont pas spontanément pour reconnaître une molécule membranaire à la surface d'une cellule cancéreuse est un concept valide. Son application est encore relativement limitée, bien qu'on va voir qu'il y a peut-être des astuces pour l'étendre, mais c'est un concept valide qui est aujourd'hui utilisé pour traiter les malades. C'est suffisamment valide pour qu'un certain nombre de grands industriels de l'industrie pharmaceutique, comme Novartis par exemple, qui n'est pas le plus petit du monde, loin de là, est massivement investi aujourd'hui pour développer cette approche. Et il y a de nombreux essais cliniques en cours en Amérique du Nord, en Europe, qui testent cette approche avec des tas de sortes de modifications du nombre de cellules. Évidemment, on peut faire beaucoup de variations pour trouver l'optimum. C'est très intéressant, mais compliqué quand même. Je vais vous expliquer pourquoi. Juste avant, par curiosité, c'est regarder ce qui se passe dans le sang de ces malades. Si on cherche, est-ce qu'on trouve les lymphocytes T modifiés? Est-ce qu'ils circulent? Est-ce qu'on est capable de les retrouver? Logiquement, on doit les retrouver. Donc chaque ligne, chaque courbe correspond à un malade. Donc vous voyez qu'il y a une grande variabilité, mais que chez la plupart des malades, on en trouve. Ça, c'est le nombre de 1, 5, 10, 100, 1000, 10 000, 100 000 cellules par millilitre de sang en fonction du temps. Donc au départ, évidemment, il y en a énormément, on vient de les injecter. Et ensuite, ça tombe, mais chez certains, par exemple, mettons cette courbe-là ou celle-là, vous voyez qu'un an après thérapie génique avec des cellules T modifiées, on retrouve encore entre 100 et 1000 cellules par millilitre de sang. Donc ces cellules persistent, et donc éventuellement, on peut même imaginer qu'elles puissent réagir secondairement sur des cellules leucémiques qui seraient encore présentes. Il y a un revers de la médaille, c'est que l'injection de ces cellules est toxique. Elles sont tellement puissantes, on les a modifiées, c'est le but, de façon tellement forte pour qu'elles s'activent de façon massive, de façon plus que la normale, lorsqu'elles rencontrent les cellules cancéreuses, elles relarguent des quantités massives de cytokines. Par exemple, ici, c'est l'interleukine 6, qui est une cytokine inflammatoire parmi d'autres. On en avait parlé dans un contexte très différent il y a 15 jours, 3 semaines, à propos de la polyarthrite rhumatoïde. Et donc, dans le plasma de ces individus, on va trouver des quantités importantes d'interleukine 6 et qui corrèlent avec la survenue, malheureusement, d'effets secondaires. Dans à peu près un quart des malades, développent des complications qui sont une réponse inflammatoire aiguë majeure, qui a quand même été mortelle dans quelques cas, donc c'est vraiment un souci, même si probablement des astuces ont été trouvées pour pallier ce problème. Mais vous voyez que plus les malades ont d'interleukine 6, plus ils ont un risque, c'est la colonne de droite, de développer ce qu'on appelle un syndrome de relargage de cytokines avec toutes sortes d'anomalies cliniques, je n'entre pas dans les détails, qui peut être mortel. Donc c'est tellement efficace que ça peut en devenir dangereux. Et ça survient d'autant plus que le nombre de cellules malignes de cancer est présent en quantité chez les malades. Vous voyez, ici, c'est le pourcentage de cellules leucémiques dans la moelle osseuse des malades avant le traitement. Et plus il y a statistiquement, même s'il y a une grande variabilité individuelle, plus il y a de cellules malignes dans la moelle osseuse, plus il y a un risque, c'est la colonne de droite, de voir survenir ce syndrome de relargage de cytokines. C'est logique, plus il y a de cellules cancéreuses à tuer, plus la réponse inflammatoire est forte, plus donc cela engendre potentiellement ces complications. Donc c'est un problème assez sérieux, mais qui a peut-être trouvé aujourd'hui une parade en utilisant des modulateurs des réponses inflammatoires, notamment des anticorps monoclonaux dont je vous ai parlé il y a 2 ou 3 semaines, qui neutralisent ces cytokines et limitent la sévérité de cette complication. Et ce qui est évidemment une chose importante. Alors, c'est très bien d'avoir d'avoir démontré que cette approche peut traiter des formes sévères de cancer que sont des leucémies aiguës lymphoblastiques B ou des lymphomes, dans certains cas B, je n'ai pas montré les données là, mais ça reste qu'un tout petit nombre de cancers. Est-ce qu'on peut envisager de traiter d'autres formes de cancer par cette approche? La limite, je vous la rappelle, est liée au fait que, évidemment, il ne faut pas, si on tue les cellules normales qui sont indispensables à la vie, ça ne peut pas marcher. Il y a une situation où peut-être on peut y arriver, même pour des cellules, par exemple, tumorales qui concernent le cerveau, comme les glioblastomes. Glioblastome, c'est une forme extrêmement sévère de tumeur cérébrale qui tue les malades atteints de ce type de cancer très rapidement. Parce que, lié au cancer, une certaine protéine qui est présente à la surface de la cellule, il faut toujours qu'elle soit à la surface, sinon elle ne peut pas être reconnue par l'écart. Mais cette protéine a muté, donc elle est différente de la protéine normale. Elle est un peu différente. Donc si elle est un peu différente,
et qu'on est capable de fabriquer un CAR, chimérique antigène récepteur, qui reconnaît la protéine mutée, mais pas la protéine normale, là, en théorie, la thérapeutique peut être efficace, puisque seules les cellules cancéreuses qui expriment la protéine mutée vont être tuées, et les cellules saines du système glial, qui est donc le système qui protège le cerveau, ne seront pas touchées. Donc, il y a un exemple de ce type, donc dans les glioblastomes, c'est l'expression d'une forme particulière du récepteur pour un facteur de croissance qui s'appelle EGF, epithelial growth factor. Donc, cette protéine est mutée dans certains cas de glioblastomes. Okay, donc, seules les cellules cancéreuses portent cette protéine mutée et donc, du coup, deviennent attaquables par cette stratégie. Ça n'a pas été fait encore chez l'homme, mais c'est fait chez la souris. C'est un peu compliqué ce qu'elle a, mais on peut passer ça en vue en détail pour vous montrer ce que ça donne et la spécificité. Il faut lire d'abord ce qui est écrit tout à fait en bas. Vous voyez, c'est à nouveau un travail qui a été publié très récemment. On est vraiment dans la recherche dans ce domaine tel qu'elle est en train de se faire, essentiellement aux États-Unis, je dois dire, dans ce domaine. Donc ici, c'est le traitement expérimental de glioblastome chez la souris, le modèle murin, par injection intracérébrale, intracrâniale, de T qui porte un CAR, comme ceux dont je vous ai parlé tout à l'heure à propos des leucémies, mais un CAR naturellement qui va être spécifique de cette protéine mutée. Et la tumeur qui est présente chez les souris, on l'a implantée dans des souris immunodéficientes pour qu'elles se développent plus facilement, ce sont des modèles classiques, et on les traite 7 jours plus tard. Et on injecte, comme vous pouvez voir, par souris 50 000 cellules T qui sont CAR anti-EGFRV3. Bon, peu importe les détails. Alors, et on va le faire aussi en comparant. D'une part, on va regarder comment les résultats en fonction du lieu d'injection, intracrânial, intracérébral ou sous-cutané, donc c'est moins intéressant, et en utilisant soit un CAR spécifique de la tumeur, soit un CAR qui reconnaît un antigène qui n'est pas exprimé par la tumeur. Donc c'est un contrôle de spécificité. Et ici, on regarde d'abord dans les courbes en A, la croissance de la tumeur en fonction du temps. On est à J0 ici, J5, J8, 11, etc. etc., etc. Okay, vous pouvez voir que si on utilise un CAR qui reconnaît la molécule CD19, donc qui n'a rien à voir avec les glioblastomes, c'est les fameuses molécules de lymphocytes B, il y a une croissance tumorale qui est très rapide. Si on utilise un CAR qui reconnaît la cellule tumorale, mais on l'injecte par voie sous-cutanée, donc on est très loin de la tumeur, la probabilité que ces cellules migrent jusque dans la tumeur, dans le cerveau, est faible. On retarde un peu la croissance, mais ce n'est pas un effet extraordinaire, hein, c'est quelques jours de gagné. Par contre, là c'est exprimé ici sous forme de la survie des souris, injection intracrâniale directement au contact de la tumeur, et on regarde la survie des souris. Bon, ce n'est pas parfait, comme vous allez le voir, mais le résultat est quand même tangible. Si on injecte dans le cerveau de la souris des lymphocytes T qui reconnaissent la molécule CD19 des lymphocytes B, donc qui n'est pas présente sur la tumeur, il y a une mort rapide, c'est la courbe rouge des souris. Si on injecte des lymphocytes T qui reconnaissent, il y a deux formes différentes, des lymphocytes T qui reconnaissent la tumeur, vous voyez qu'on prolonge assez nettement la survie, même si on est loin d'un résultat parfait, mais il y a une prolongation de survie. Au lieu que toutes les souris soient mortes à J18 ici, on arrive jusqu'à J40. Ce n'est pas encore extraordinaire, mais c'est un résultat, parce que c'est une approche quand même ici difficile. Ici, c'est l'évolution de la tumeur, et vous voyez qu'on a à nouveau un contrôle en bleu. La taille de la tumeur est faible après injection avec le CAR spécifique, et avec le non spécifique, la tumeur est beaucoup plus grande. Et on peut voir l'image dans le cerveau de la souris. Ici, vous avez la tumeur dans des souris contrôle qui ont été traitées avec un CAR non spécifique. Et dans la souris, évidemment, c'est un très bon exemple qui est montré, comme toujours, mais quand même, c'est impressionnant. On ne voit plus de traces de la tumeur dans cette souris. Et on peut encore regarder, si on est dans les détails, est-ce que les lymphocytes, on les retrouve effectivement dans le cerveau? La réponse est oui, ils sont là. Et on les trouve uniquement si le CAR est spécifique, sinon elles disparaissent. Donc, évidemment, on est chez la souris, on est dans un modèle compliqué. Même chez la souris, les résultats sont loin d'être parfaits. Et pour une tumeur qui est à peu près incurable chez l'homme, c'est une première étape très intéressante qui laisse suggérer que cette technologie devrait pouvoir être appliquée chez l'homme. Je pense que les équipes qui ont fait ces travaux chez la souris sont en train de le tester chez l'homme. Un autre exemple du même type, avec le même raisonnement, qui concerne une tumeur qui est très rare, qui touche la plèvre, donc le tissu qui recouvre les poumons. Et ce sont les cancers qui surviennent notamment chez les gens qui ont été intoxiqués par l'amiante, qu'on appelle les mésothéliomes, qui est aussi une tumeur de pronostic extrêmement sévère.
C'est le même raisonnement. Vous avez ici les constructions génétiques de 3 quarts. Enfin, pas 3 quarts, hein, de 3 chimériques antigènes récepteurs. Il y en a 2 qui sont spécifiques et un qui n'est pas du tout spécifique. Donc, ils sont spécifiques de quoi? D'une protéine qui s'appelle la mésotéline, qui est présente à la surface du mésothéliome, donc du cancer pleural. Okay, donc, l'idée est de détruire les cancers pleuraux grâce à des lymphocytes qui reconnaissent cette protéine spécifiquement exprimée par les cellules du cancer pleural. Donc, trois constructions ici, avec toujours les éléments spécifiques. Anti-MSLN, c'est la mésotéline. Et là, il y a les parties de gènes qui codent pour les éléments qui transmettent les signaux, qui activent les cellules. Donc, c'est MZ et M28Z, peu importe les détails. Et ça, c'est un contrôle. C'est un autre quart qui reconnaît autre chose. Donc, c'est la même chose. On fait des expériences, d'abord au laboratoire, avec des cellules in vitro. Et on peut montrer que, c'est les courbes rouges et les courbes bleues, que les lymphocytes qui expriment soit MZ, donc cette construction-là, ou je l'ai dit à l'envers, en rouge MZ, excusez-moi, en bleu M28Z, ce sont des variants, c'est un tout petit peu différent, mais peu importe. Vous voyez que, en fonction du nombre de lymphocytes qu'on met en présence de la tumeur, on arrive à tuer toutes les cellules. Donc ces cellules sont capables, au laboratoire, ce n'est encore qu'au laboratoire, in vitro, de tuer des cellules cancéreuses. Et si cette cellule cancéreuse exprime MSLN, si elles expriment, ça c'est des tumeurs de la prostate qui expriment un autre antigène, avec le rouge et le bleu, il ne se passe rien. Par contre, l'autre, celui-là, P28Z, est efficace. Donc ça montre la spécificité des constructions. Ça ne tue pas de façon indiscriminée n'importe quelle cellule. Et puis, chez les souris, à nouveau, ce sont des modèles animaux à ce stade, mais encore une fois, ce sont les résultats actuels, l'expérience rapportée récemment. Donc c'est la croissance de la masse tumorale au niveau de la plèvre. Si on utilise une injection dans la plèvre, donc au bon endroit, mais du quart qui n'est pas spécifique, P28Z, celui qui reconnaît en fait un antigène prostatique, vous voyez que la croissance, chaque ligne c'est une souris différente, la croissance de la tumeur, c'est une échelle logarithmique, se fait sans gêne. Si on injecte par voie intraveineuse, donc à distance de la tumeur, un quart, une cellule T qui exprime le bon quart, donc spécifique, comme le rouge ou le bleu ici, spécifique de la mésotéline, donc des cancers pleuraux, on a un effet. Vous voyez qu'il y a une diminution pour un moment de la masse tumorale, mais ça repart, ce qui suggère que l'effet est limité, pas que ça suggère, ça montre que l'effet est limité. Et très intéressant, très encourageant pour l'avenir de cette approche, c'est que si on utilise les lymphocytes spécifiques de la tumeur, mais qu'on les injecte directement dans la plèvre, à proximité de la tumeur, vous voyez que la masse tumorale régresse de façon nette et que ceci paraît stable. Et si on regarde la survie de ces souris, c'est la courbe ici, ce n'est pas parfait. Vous voyez quand même qu'au bout de 200 jours, 6 mois, la moitié des souris sont décédées, mais quand même, une fraction importante de ces souris sont toujours en vie, comparée au contrôle, où il n'y a plus rien du tout, il y a une mort de toutes les souris à J50 en l'absence de traitement, et même, enfin pardon, ce n'est pas en l'absence de traitement, c'est en traitement intrapleural avec le lymphocyte non spécifique. Donc il ne se passe rien, ça ne change rien. C'est comme si on n'avait pas traité. Si on fait une injection intraveineuse, il y a un effet intermédiaire. Donc je suis entré dans les détails, mais juste pour vous montrer à la fois la notion de spécificité de ces quarts, le fait qu'on peut montrer dans des modèles animaux, pour l'instant, que peut-être cette approche non seulement pourra s'appliquer aux cellules leucémiques B, mais peut-être à des tumeurs solides, ce qui est évidemment élargi potentiellement de façon très nette la capacité d'utilisation thérapeutique de cette thérapie génique qui induit une réponse immune forte de lymphocytes contre des tumeurs. Donc deux exemples de publications récentes, mésothéliome et glioblastome. Il y a d'autres travaux en cours et on verra jusqu'où cette approche peut être envisagée, mais elle est encore une fois déjà avérée, démontrée, efficace dans le cas des leucémies B. Voilà pour les tumeurs. Un petit résumé, excusez-moi, avant de passer à autre chose. Donc, exactement ce que je viens de vous dire. Efficacité démontrée dans le cas des leucémies B. Toxicité sérieuse, mais probablement maîtrisable en neutralisant les cytokines. Et aujourd'hui, donc, tentative d'extension au traitement de ces deux tumeurs solides. Il faut identifier une cible spécifique membranaire. Je vous ai montré deux exemples, la mésotéline ou la protéine, le GFR muté dans le cas des glioblastomes. Et il faut évidemment que les cellules soient suffisamment accessibles pour que les lymphocytes, on puisse les injecter à proximité et qu'ils agissent directement sur les cellules cancéreuses. Et puis on peut chercher à améliorer le système.
Voilà, alors on va changer de sujet, mais on est toujours dans la thérapie génique. On va parler de choses complètement différentes. Et ça permet de poursuivre le parcours de l'état des avancées des connaissances et de la pratique, en l'occurrence, puisqu'il s'agit de thérapeutique, de thérapie génique qui vise des cellules qui ne sont pas en division. Jusqu'à présent, tout ce que je vous ai raconté, que ça concerne les cellules du sang, les déficits immunitaires, les cellules du sang à travers les maladies de l'hémoglobine, les maladies de la peau, ou même les cancers, on a cherché à traiter, donc les lymphocytes T dans le cas du cancer, on a ciblé, on a modifié génétiquement des cellules qui se divisent. Okay, et je vous avais expliqué au début du cours la semaine dernière que pour qu'une thérapie génique puisse être efficace lorsque l'on cherche à cibler des cellules en division, il faut absolument que le gène thérapeutique soit présent dans toutes les cellules filles, donc soit répliqué à chaque division cellulaire. Maintenant, il y a d'autres circonstances, c'est celle dont on va parler maintenant, où les cellules que l'on cible ne sont pas ou peu en division. Donc on n'a pas besoin, et c'est un avantage, on n'a pas besoin que le gène thérapeutique s'intègre dans le génome des cellules que l'on traite. Il y a au moins 3 exemples qu'on peut considérer. L'hémophilie, je vais vous expliquer, ça a à voir avec les cellules du foie. Les maladies génétiques de la rétine, donc les cellules de la rétine, qui sont en fait des cellules du système nerveux. Et éventuellement, mais les résultats sont moins probants pour l'instant, des cellules musculaires pour traiter les maladies génétiques du muscle, ce qu'on appelle les myopathies. Alors, comment on peut faire ça? Comment on peut obtenir la persistance d'un gène thérapeutique qui va permettre de produire la protéine d'intérêt dans des cellules qui ne se divisent pas? On utilise pour l'essentiel, même si ce n'est pas exclusif, pour traiter ces cellules, la rétine, le foie, le cerveau, les muscles, éventuellement d'autres, un type de vecteur qui est marqué ici, qui s'appelle adeno-associated virus. On les appelle adeno-associated virus parce que de façon physiologique, si je puis dire, normale, pour que ces virus se répliquent, ils ont besoin qu'il y ait une co-infection par un autre virus dans la cellule. C'est un système un peu particulier, et en général d'adénovirus. L'intérêt de ces virus, si on regarde, même si on ne va pas dans trop de détails, leurs propriétés, ce sont des virus naturels avec lesquels nous sommes infectés, qui donnent des infections absolument bénignes ou même totalement inapparentes. Il y a toute une série de virus AAV, Adeno-Associated Virus. On va voir que c'est en soi une notion importante dans un instant. L'intérêt de ces virus, c'est qu'ils sont capables d'infecter toutes les cellules. Ils ont un tropisme très très large. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ils n'induisent pas, en principe, ce n'est pas 100% exact, mais c'est presque exact, d'intégration dans le génome, contrairement aux rétrovirus dont je vous ai parlé jusque-là, qui sont en gris pâle ici, j'y reviens pas. L'expression du transgène, elle serait perdue si les cellules sont en division, okay, parce qu'il n'y a pas de réplication de la séquence génétique qui n'est pas répliquée au moment de la division cellulaire. Et on peut placer au sein de ces vecteurs environ 5000 du matériel génétique qui a de 5000 paires de bases, 5 kilobases, ce qui est moins que dans les rétrovirus, on peut aller jusqu'à 8-9 kilobases. Donc ça peut être une limite, on en verra un exemple tout à l'heure. On ne peut pas mettre n'importe quel gène, parce qu'au-delà d'une certaine taille, ça ne tient pas schématiquement. Le virus n'est pas capable de former une structure fonctionnelle. Un avantage technique, c'est qu'on peut produire assez facilement de très grandes quantités de ces particules virales, plus facilement que pour les rétrovirus. Le désavantage, on l'a déjà vu, c'est la petite capacité de packaging, ou en français, en fait, c'est d'encapsulation, donc de matériel génétique que le virus peut contenir. Et puis, une propriété qui pose problème, j'ai illustré ça dans une seconde, c'est que c'est l'immunogénicité. Ce virus, si on infecte des individus avec, ils vont faire une réponse immunitaire contre, parce qu'on fait une thérapie génique ici in vivo, et que cette réponse immunitaire est peut-être délétère. Alors on va voir cela dans un instant. Comme toujours, en médecine, un système nouveau a certains avantages, mais présente aussi des inconvénients qu'il faut essayer de combattre. Comment on produit ces vecteurs AAV? Voici la structure d'un virus AAV, son génome. Donc son génome, il a cet aspect où il n'y a que 2 gènes, c'est un virus assez simple, REP et CAP, donc qui produisent les protéines de structure du virus, et le matériel génétique qui est accompagné, qui constitue l'ensemble, en noir, schématisé ici en noir, avec 2 boucles à des extrémités qu'on appelle les ITR, qui sont importants pour la structure et pour la production, la transcription des gènes. Donc évidemment, on veut un gène thérapeutique, donc on va placer dans un AAV, c'est vraiment du bricolage génétique simple, le gène thérapeutique, mais évidemment, on ne veut pas dans le virus final une capacité de réplication du virus in vivo.
Donc dans une cellule, une lignée cellulaire au laboratoire, on va placer à la fois un AAV qui apporte le gène thérapeutique et des constructions qui permettent de fabriquer REP et CAP. Donc on a la construction qui peut arriver sous forme plasmidique ou peu importe, qui permet de produire le génome thérapeutique, et puis d'autres constructions séparées, c'est le même principe que pour les rétrovirus, qui produisent les protéines qui sont schématisées ici par les petits carrés jaunes et les triangles verts, qui sont nécessaires à la structure du virus. Donc si on a tout ça ensemble dans la cellule, cette cellule va produire des AAV particuliers qui n'ont plus le gène permettant la production, la réplication du virus. Donc ces virus sont a priori pas dangereux, mais ils contiennent ici le gène thérapeutique et ils sont un virus parce qu'évidemment il y a les protéines virales qui étaient présentes dans cette cellule. Donc on peut produire en très grande quantité de ces particules qui peuvent être utilisées pour transférer des gènes d'intérêt thérapeutique schématisés ici en violet. L'application, la première, enfin pas tout à fait la première qui a été faite, mais celle qui a donné les résultats aujourd'hui les plus nets, même si on commence par un échec, c'est le traitement de l'hémophilie, ou moins de l'hémophilie B. Je pense que vous savez ce que c'est que l'hémophilie. L'hémophilie est une maladie génétique de la coagulation. Pour que notre sang coagule lorsqu'il y a une plaie, une lésion, il y a la mise en jeu d'une série de protéines qui sont des enzymes en fait, qui agissent les unes sur les autres. Et la cascade d'événements va finir par activer une molécule qu'on appelle la thrombine et le fibrinogène et la formation du caillot. Je pense que chacun connaît cela. Dans les hémophilies, il manque un des facteurs de la coagulation. Pour l'hémophilie dite A, qui est la plus fréquente, c'est le facteur 8, et l'hémophilie B, le facteur 9. Donc les individus qui sont nés avec une forme sévère d'hémophilie ont un sang qui coagule très mal et donc ont des soucis sérieux qui peuvent être mortels ou qui peuvent être source, par exemple, de destruction d'articulations par des saignements répétés dans les articulations. Donc c'est une maladie qui est très invalidante et qui, en plus, dans le passé, a été grevée par le fait que les traitements disponibles, c'est-à-dire l'injection des facteurs de la coagulation qui viennent des donneurs de sang, malheureusement étaient contaminés par des virus, le virus du sida en particulier. C'est beaucoup de personnes qui avaient une hémophilie ont développé un sida, ce qui est évidemment une complication tragique s'ajoutant à leur maladie de fond. Donc est-ce qu'on peut obtenir une thérapeutique qui permettrait d'éviter, même si aujourd'hui on peut avoir ces produits facteurs de la coagulation sûrs, par génie génétique, est-ce qu'on peut faire qu'éventuellement ces malades ne reçoivent plus de facteurs de la coagulation une fois pour toutes en corrigeant leurs cellules dans le foie qui produisent physiologiquement ce facteur de la coagulation de telle manière qu'il n'ait plus besoin de traitement. Donc c'est l'idée du traitement. Donc comment faire? Utiliser un virus, en l'occurrence le type 2 d'AAV, qui est le premier qui a été utilisé, dans lequel on a placé le gène qui code pour le facteur 9 de la coagulation, donc qui est déficient dans l'hémophilie B. Donc il est dans la construction génétique. Et le virus qui contient cette construction génétique, on peut l'injecter par voie intraveineuse, intra-artérielle. Il y a beaucoup de choses différentes qui ont été faites. Et logiquement, ces particules virales vont atteindre le foie, entre autres, vont infecter le foie. Et au niveau du foie, il va y avoir une production du facteur de la coagulation. Donc ça a été fait initialement, les premiers travaux dans les débuts des années 2000, en injectant, vous voyez, des grandes quantités de virus, 4 10 puissance 11 jusqu'à 2 10 puissance 12. 4 10 puissance 11, ça veut dire 400 milliards. 2 10 puissance 12, ça veut dire 2000 milliards de particules virales. C'est beaucoup, mais on est capable de les produire. Et vous avez ici 3 exemples de ce qui s'est passé chez les premiers patients qui ont été traités. Alors, il s'est d'abord passé, en tous les cas, par exemple, sur ce malade qui a reçu une forte dose, donc 2 10 puissance 12 particules virales. Il faut suivre la courbe rouge. Donc, on a le temps, ça c'est J0, le jour de l'injection, et on est en semaines, ici, 2 semaines, 4 semaines, etc., etc. Si on regarde la situation 2 semaines après le traitement, ce malade a, c'est le point ici, il faut lire à gauche, la légende de gauche, à peu près, un peu plus de 10% de la quantité normale de facteur 9 dans son plasma. Ça, c'est un résultat formidable, parce qu'on sait que quelqu'un qui a 10% de la normale du facteur 9 de la coagulation n'est plus hémophile. Ça suffit, en fait, pour avoir un sang qui coagule normalement. Donc, à 2 semaines après son traitement, cet individu n'était plus hémophile. Mais, si on continue de suivre la courbe, vous voyez qu'à 4 semaines, 6 semaines, 8 semaines, 10 semaines, 12 semaines, tout s'est cassé la figure et qu'au bout de, disons, 3 mois, il n'y avait plus rien.
Donc l'effet a été transitoire. Là, c'est encore moins bon, il y a eu à peine quelque chose, et là, il n'y a rien du tout. Donc l'effet est variable. Mais ce qui a été observé en parallèle et qui explique l'échec, c'est qu'à peu près de façon contemporaine avec le moment où le facteur de coagulation numéro 9 a disparu dans le sang, on a trouvé chez ces malades des signes d'hépatite. L'hépatite, ça veut dire que ALT, AST, ici, c'est le nom des transaminases. Donc, c'est un nom qu'on connaît parce que tout le monde s'est fait doser ces transaminases dans sa vie. Ce sont des enzymes du foie qui sont libérées quand les cellules du foie sont abîmées. Donc, vous voyez que transitoirement, si on prend le cas de ce malade, il a eu une hépatite. Et puis, l'hépatite a guéri. Mais l'hépatite est contemporaine du moment où il a perdu l'efficacité de son traitement. En fait, ceci s'explique, et ça a été démontré strictement par le fait que ce malade a développé une réponse immunitaire, il a produit des anticorps, et il a produit des lymphocytes T spécifiques du virus qui ont reconnu les protéines virales présentes dans les cellules du foie qui ont été infectées par le virus et qui ont détruit les cellules du foie traitées. Donc le malade a perdu l'efficacité de la thérapie génique à cause de la réponse immunitaire contre le virus. Donc évidemment, ceci est une déception. Est-ce qu'on peut passer outre à cet échec qui témoignait de l'importance de la barrière immunitaire à ce type de thérapie génique? La réponse est en partie oui. Alors d'abord, ceci illustre la réponse immunitaire. Vous avez les cellules du foie ici, ça schématise les choses. Voici les petits virus là, qui rentrent dans le foie. Donc, il y a la capside, il libère son matériel génétique, il produit le facteur de la coagulation, etc. Mais les protéines virales, en rouge ici, peuvent être présentées par les molécules du système d'histocompatibilité aux lymphocytes T. Ces lymphocytes T s'activent, ils produisent des cytokines, ils activent d'autres lymphocytes T, et tout ça va avoir pour conséquence de tuer ces cellules du foie par plusieurs mécanismes. Donc, est-ce qu'on peut arriver à prévenir ce problème? La réponse est partiellement oui, en changeant de virus. C'est tout bête. Mais les mêmes chercheurs ou des chercheurs proches, notamment ça c'est une équipe britannique qui travaille à Londres, qui a produit les résultats que je vous montre ici l'année dernière, donc une chose très récente, ils ont eu l'idée d'utiliser un autre AAV, donc c'est la même structure, c'est le même principe, mais cet AAV est un peu différent. Et il se trouve que le AAV numéro 8, il y en a tout un paquet d'AAV, le numéro 8 infecte moins souvent l'espèce humaine. Nous sommes quasiment tous, si on regarde dans notre sérum, si vous prélevez tous, et on regardait si on a les anticorps contre ce virus, quasiment nous tous en avons. Ce qui veut dire que si on nous injecte ce virus alors qu'on a déjà été immunisé par contact naturel avec ce virus, on a une réponse mémoire, c'est comme si on avait une deuxième vaccination, et évidemment on aura une réponse immune explosive contre ce virus. Maintenant, ça a l'air tout bête, mais si on prend le cas de AAV8, il y a environ qu'un quart de la population qui a des anticorps contre AAV8, qui indique que les 3/4 n'ont pas été infectés par ce virus. Donc si on infecte quelqu'un avec un vecteur AAV8, qui évidemment apporte toujours le facteur de la coagulation, qui nous intéresse, le facteur 9, on a une chance de passer à travers la réponse immunitaire. Certes, le malade va faire une réponse immunitaire, mais il va faire une réponse immunitaire primaire, premier contact avec le virus. Et peut-être qu'on peut passer, qu'il y a une fenêtre de tir, de telle manière que la réponse immune va arriver, mais suffisamment tard pour que l'effet thérapeutique soit établi, il n'y a plus de protéines virales ou pas trop, et que les choses se passent bien. Et en partie, c'est exact. Ce n'est pas parfait, mais regardez ce qui se passe ici. Deux exemples, on ne va pas en montrer trop. Injection de AAV8 apportant le facteur 9, la coagulation. On dose, c'est la même histoire, hein. On dose le facteur 9 dans le plasma de l'individu. En fonction du temps, on dose les transaminases et on regarde ce qu'on fait. Vous voyez ce malade, immédiatement après injection, il est à 10% à nouveau, c'est un bon résultat. Ça baisse, mais ici on est 30 semaines après traitement, 30 semaines ça fait plus que 6 mois, et vous voyez qu'il a à peu près un peu plus de 2% de la normale. Avec 2%, ce n'est pas beaucoup. Mais passer de 0 à 2%, ça change la vie de ces individus qui n'ont besoin que de peu ou pas de traitement par facteur de la coagulation, parce qu'ils ont un niveau de coagulation qui, même s'il n'est pas optimal, peut être suffisant pour vivre normalement. De fait, cet individu, au cours des 6 mois qui ont suivi la thérapie génique, n'a reçu, c'est marqué par les flèches rouges, que 3 fois une injection de facteur de la coagulation. Et pour le malade dont on va parler ensuite, c'est encore mieux, c'est 0. Mais ce n'est pas parfait.
Vous voyez quand même qu'il y a eu une montée ici des transaminases, c'est marqué par la courbe avec des verts pointillés. Et donc, pour essayer de lutter contre la réponse immunitaire dont témoigne indirectement l'élévation des transaminases, il y a une petite hépatite là. Ce malade a reçu des corticoïdes pendant un petit moment. PRED, ça veut dire prednisone, c'est les corticoïdes classiques qu'on utilise comme médicament immunosuppresseur. Et apparemment, cette corticothérapie, pendant quelques semaines, a permis de vaincre l'hépatite. Certes, le résultat est modeste, il n'est pas nul, et cet individu a bénéficié, il continue de bénéficier de la thérapie génique. Celui-là en bénéficie encore plus, puisque vous pouvez voir que de façon stable, 20 semaines sur le graphique ici, pendant 20 semaines, il a presque, disons 7-8% du taux normal. 7-8% du taux normal, c'est une situation qui est satisfaisante, et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de flèche rouge, ça veut dire qu'il n'a pas eu besoin de recevoir de facteur de la coagulation. Donc ça, c'est encourageant, même si là aussi, il y a eu une petite réponse immunitaire, il a eu les corticoïdes. Si on voit un peu plus loin dans le temps, aujourd'hui, même si ce sont des notions récentes, les premiers malades ont été traités maintenant il y a 3 ans à peu près. Il y a eu 10 malades initialement, mais depuis, il y en a eu d'autres. Donc globalement, ils ont entre 1 et 6% de facteur 9 dans le plasma. La prophylaxie, c'est-à-dire le traitement par les facteurs de la coagulation à chaque fois qu'il y a un risque hémorragique, a pu être arrêté complètement 2 fois sur 3. Donc c'est assez encourageant. Il a été possible de franchir partiellement la limite que constitue la réponse immunitaire, encore une fois en utilisant un virus à l'égard duquel les individus n'étaient pas pré-immunisés. L'inconvénient, c'est qu'on ne pourrait pas réutiliser le même virus comme vecteur, parce que maintenant, ils sont immunisés. Mais quand même, ça a changé leur vie, et ça a l'air surtout, qui est un résultat relativement inattendu, d'être stable au cours du temps. Est-ce que ça sera stable 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, on n'en sait rien, mais on atteint 3 ans aujourd'hui, ce qui est assez encourageant. Ce qui fait que les chercheurs qui travaillent dans ce domaine aujourd'hui envisagent de traiter l'hémophilie A, qui est beaucoup plus fréquente que l'hémophilie B, qui est plus difficile à traiter parce que le gène de l'hémophilie, le gène du facteur 8 qui est déficient dans l'hémophilie A est beaucoup plus grand et il ne tient pas dans le vecteur AAV. Je vous ai dit tout à l'heure que la capacité d'encapsidation de ces virus était limitée à 5 kilobases. Donc les chercheurs ont fait du bricolage, à nouveau, ont grignoté le gène du facteur 8 de telle manière à faire un mini facteur 8, mais suffisamment efficace pour qu'aujourd'hui, probablement, il y ait des essais thérapeutiques qui commencent bientôt. Ça a été fait chez l'animal avec des résultats très encourageants. Et très probablement, l'hémophilie A sera traitée de la même façon que l'hémophilie B dans les prochains mois et les prochaines années. Donc voilà une application où il y a un résultat, même s'il n'est pas parfait, mais qui est très significatif, de l'application de la thérapie génique au traitement d'une maladie génétique, où on cible ici donc, des cellules qui ne se divisent pas ou peu, les cellules du foie. Donc c'est une stratégie qui est complètement différente de la stratégie dont je vous ai parlé avant, de thérapie génique ex vivo, ciblant des cellules qui se divisent. Autre exemple, la rétine. Enfin, on parcourt la médecine dans tous les sens quand on parle de thérapie génique. La rétine qui n'est pas mon sujet de connaissance préféré, mais enfin, on peut essayer d'en parler quand même, j'espère que je ne vais pas dire trop de bêtises. La rétine est composée d'une série de couches cellulaires qui contient ce qu'on appelle les photorécepteurs, donc des cellules qui vont transformer l'énergie lumineuse, les photons qui arrivent de la lumière, en énergie électrique qui va être transmise aux neurones, et les neurones vont transmettre l'information au cerveau, notamment à la partie postérieure du cerveau qui va reconstituer l'image. C'est une vision ultra, j'espère qu'il n'y a pas de spécialistes de la rétine parmi vous, parce que évidemment ce que je dis est très simplifié. Il y a 2 types de photorécepteurs, les cônes et les bâtonnets. Et voici une coupe de la rétine. Et la partie supérieure, c'est la région la plus éloignée de l'intérieur de l'œil, où il y a une couche pigmentaire, épithélium pigmentaire. J'en parle parce qu'il y a une maladie génétique dont on va parler dans une seconde, l'amorose de Leber, qui touche cette couche pigmentaire. Et il y a d'autres maladies génétiques qui touchent soit les cônes, soit les bâtonnets, qui sont schématisés ici. Chaque fois que vous avez un nom bizarre là, ça correspond au nom d'un gène qui est muté chez des malades qui ont une rétinopathie qui va faire qu'ils vont perdre progressivement la vision plus ou moins vite. Et beaucoup de ces individus deviennent aveugles à des âges variables. Donc ce sont des maladies très invalidantes parce que pour telle ou telle raison, on va entrer dans les détails, la rétine est rendue anormale par ces mutations génétiques. Donc il y a une perte progressive des cônes, des bâtonnets et donc de la vision. Donc ce sont des maladies sources d'un certain nombre de cécités. Il y a un très grand nombre de maladies génétiques de ce type qui touchent les différentes populations. Il n'y a aucun traitement de ces maladies aujourd'hui. Donc la question posée, c'est est-ce qu'on peut envisager de corriger le trouble visuel par thérapie génique en apportant au niveau de la rétine le gène qui est déficient, qui est muté chez ces malades? Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable? La réponse est envisageable. Vous allez voir avec des résultats
qui sont encourageants, mais pas encore tout à fait ceux que l'on espère. La maladie qui a été le plus ciblée aujourd'hui, c'est encore une fois l'amorose de Leber, où il manque est muté un gène qui s'appelle RPE65, qui est exprimé dans l'épithélium pigmentaire. Et lorsque cette déficience est présente, il y a une dégénérescence progressive, encore une fois, une perte des cônes et des bâtonnets, des photorécepteurs au niveau de la rétine. Donc comment on peut essayer de faire ça? Vous avez une espèce de vision synthétique qui est représentée une diapositive que m'a donnée un collègue qui travaille dans ce domaine à Paris, qui s'appelle José Sahel, qui dirige l'Institut de la Vision à l'hôpital des 15-20, qui est un grand spécialiste des maladies génétiques de l'œil, entre autres, pas uniquement. Donc la façon de faire va être non pas cette fois-ci d'injecter le virus dans le sang, mais de l'injecter dans la rétine directement, pour qu'il soit au contact des cellules que l'on cherche à cibler. Donc on utilise des aiguilles ultra fines, et on va aller déposer le virus, qui va être un AAV, le même système, sur le plan du principe de la moléculaire de transport, c'est le même, un AAV, mais cette fois-ci, évidemment, il ne contient pas le gène de l'hémophilie, ce serait absurde, mais le gène RPE65, dans le cas de l'amorose de Leber, par exemple. On va injecter des particules virales, schématisées en vert ici, sous la rétine, ce qu'on va créer un petit décollement de la rétine, évidemment sur une taille réduite. Comme vous savez, un décollement de la rétine peut provoquer une cécité. Donc on injecte une grande quantité de particules virales avec l'idée que ces particules virales vont infecter les cellules de la rétine, notamment dans le cas de l'amorose de Leber, les cellules de la couche pigmentée, celle-ci, pour restaurer une fonction normale qui préserve ce qui reste de la rétine. Et non, ce qui est perdu est perdu. Et la molécule RPE65 est impliquée dans ce système-là, je n'entre pas dans les détails. D'autres essais sont également en cours pour d'autres maladies, et il y a des résultats qui ont été obtenus. Alors, ce n'est pas absolument spectaculaire, mais néanmoins, il y a des notions, je vais essayer de vous expliquer ici. Vous avez ici, donc c'est des choses qui ont été publiées aussi relativement récemment, ce que les médecins font actuellement lorsqu'ils traitent de façon expérimentale ces maladies, c'est qu'ils traitent un œil. Pour commencer, on ne touche pas à l'autre œil. Évidemment, la maladie touche les deux yeux. L'avantage, d'une part, c'est par prudence, si jamais il y a un effet toxique, on évite de toucher les deux yeux. D'autre part, sur un plan scientifique, ça a un avantage, c'est qu'on peut comparer la situation de l'œil traité à l'œil non traité, en termes de capacité visuelle. Donc c'est à nouveau injection sous la rétine. Vous voyez le petit décollement, là vous avez la rétine, hop, c'est un peu décollé transitoirement. Le virus est là, il va aller être capable de coloniser, d'infecter un certain nombre de cellules de cette région de l'œil, pas tout l'œil, mais une partie de l'œil. Donc ici, parmi les nombreux tests que les ophtalmologistes peuvent utiliser pour tester la vision, il y a celui-là qui est de regarder si sous l'effet de la lumière, la pupille se contracte. Vous savez, quand vous êtes soumis à un flash lumineux, votre pupille se contracte pour laisser passer moins de lumière. Donc c'est exactement ce qu'on observe ici. Donc on peut mesurer le diamètre de la pupille et voir s'il y a une réaction de la lumière. Les malades qui ont ces pathologies n'ont pas de réaction de la lumière. C'est ici ce qui se passe dans la situation de pré-injection. En bleu, on regarde l'œil gauche. En rouge, l'œil droit. Vous voyez que sous l'effet de la stimulation lumineuse, il n'y a aucune variation du diamètre de la pupille qui est largement ouverte. Il ne se passe rien. Alors que normalement, c'est ce qui est en haut, chez un individu contrôle, si on envoie un flash de lumière avec la colonne bleue ici, ça veut dire qu'on va stimuler l'œil gauche. Avec la colonne rouge, on va stimuler l'œil droit. Vous pouvez voir en fait que le réflexe joue à chaque fois sur les deux yeux, même si on ne stimule qu'un seul œil, et qu'il y a une diminution, c'est tout à fait net, du diamètre de la pupille à chaque fois. Et ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse, et rien chez les malades. Donc maintenant, si on fait cela chez un individu qui a été traité, par cette injection du virus qui contient le gène thérapeutique pour l'amorose de Leber, qu'est-ce qu'on voit? Et on a traité l'œil droit. Et dans l'expérience qui est ici, le test de variation de la contraction de la pupille est fait 3 mois après le traitement. Vous pouvez voir que si on stimule en bleu l'œil gauche, il ne se passe rien, comme si la même situation qu'ici, aucune variation de diamètre, donc aucun effet, ce qui est logique puisque cet œil n'a pas été traité. Si on stimule par la lumière, colonne rouge ici, l'œil droit, tac, contraction. Donc là, ça c'est la démonstration qu'on a restauré une sensibilité à la lumière. Ça ne veut pas dire qu'on a restauré une vision normale, bien loin de là, mais sa rétine, à nouveau, est capable de percevoir de la lumière. Ces malades peuvent percevoir des ondes, par exemple être capables de se déplacer en situation où il y a très peu de lumière. Donc c'est une amélioration de la qualité de vie de ces individus, et ceci est reproduit à chaque fois. Donc ceci est encourageant,
et indique qu'on est capable de restaurer une certaine fonction de la rétine, de préserver au moins en partie la fonction des cellules de la rétine en faisant cela. Je vais passer ça. Néanmoins, il y a des données extrêmement récentes. Ah, j'ai raté une diapo. Ah, je l'ai rajoutée et j'ai oublié de la mettre. Je suis absolument désolé, donc je vais vous dire les choses sans vous les montrer. Ce n'est pas très grave, je crois, mais c'est quand même important pour l'honnêteté des choses de le dire. Il y a des publications qui datent d'il y a 1 mois, 2 publications, qui montrent que si on continue de suivre ces malades après quelques années, malheureusement, l'effet s'atténue. Comme si progressivement, les cellules corrigées soit disparaissaient, soit sans disparaître, que l'expression du gène éventuellement s'atténuait. Donc les zones, on peut calculer la surface de la cellule de la rétine, excusez-moi, la surface de la rétine qui a été modifiée et corrigée, où on peut voir une réponse à la lumière par exemple, et on voit qu'au cours du temps, au bout de 3, 4, 5 ans, cette surface régresse. C'est-à-dire qu'avec les thérapeutiques telles qu'elles ont été utilisées dans les 5-6 dernières années, il y a un effet, tel que je vous l'ai montré là, qui est net, les patients l'indiquent, mais qui est transitoire. Donc évidemment, ce n'est pas le but recherché final. Il y a 2 bonnes nouvelles et une mauvaise nouvelle. La première bonne nouvelle, c'est que ce traitement est bien toléré et au niveau de l'œil, il n'y a pas de réponse immunitaire, contrairement à ce que je vous ai raconté lorsqu'on injecte le virus par voie sanguine et qu'il va dans le foie, où il y a une réponse immunitaire puissante. L'œil est protégé, parce que l'œil en fait partie du système nerveux, il y a une espèce de barrière qui empêche les cellules du système immunitaire d'entrer, c'est un tout petit peu schématique. Donc la bonne nouvelle, c'est que dans ce cas-là, il n'y a pas à craindre la réponse des cellules du système immunitaire contre le virus. Bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle, je vous l'ai montré, il y a une efficacité partielle, mais il y a une efficacité. La mauvaise nouvelle, c'est que cette efficacité est transitoire. Donc dans cette situation-là, est-ce qu'on peut envisager de faire mieux? Je ne suis pas un spécialiste de cette question, donc je le dis avec prudence. Probablement oui, en augmentant la quantité de virus et en traitant les malades plus tôt. Donc ces maladies sont caractérisées par la perte progressive des cellules de la rétine. Donc évidemment, en caricaturant, si on traite les malades à un moment où il n'y a plus aucune cellule de la rétine potentiellement corrigeable, il ne peut rien se passer. Si on traite les malades très tôt dans l'évolution de leur maladie, dès que le diagnostic est fait, on peut espérer un effet de meilleure qualité. Et en augmentant la quantité de particules virales qui est injectée sous la rétine, ici, on peut espérer avoir plus de cellules corrigées et des cellules qui vont être corrigées plus longtemps. Donc il y a encore du boulot, malheureusement, devant les chercheurs pour les chercheurs qui travaillent dans ce domaine, mais qui laisse espérer néanmoins que la thérapie génique est une thérapeutique possible. Encore une fois, pour l'instant, ce n'est pas démontré formellement, mais une thérapeutique possible des maladies génétiques de la rétine. Et il y a d'énormes efforts qui sont entrepris de par le monde, en États-Unis, en Angleterre et donc en France. Il y a 2 équipes qui travaillent en France très bien dans ce domaine. J'ai cité l'équipe de José Sahel à l'Institut de la Vision, mais il y a aussi des chercheurs à Nantes qui ont beaucoup développé de vecteurs AAV pour traiter les maladies de l'œil, l'équipe de Philippe Moulier au CHU de Nantes. Voilà pour la rétine. Le temps passe en plus, il faut que... Ah oui, très sérieusement même le temps. Donc du coup, je vais sauter plein de trucs, parce que sinon, c'est pas très grave. Parce que au moins, je voudrais vous parler d'une chose, parce qu'il est 6h23 où il faut avancer. Je vais vous parler d'une seule chose, tant pis pour tout ça. C'est ce qui est ici. C'est l'avenir de la thérapie génique. Au moins l'avenir de la thérapie génique pour certaines maladies génétiques. Ce que je vous ai montré jusqu'à présent, c'est ça. Quand on traite une maladie génétique, que ce soit une maladie de la rétine, que ce soit l'hémophilie, que ce soit la thalassémie, enfin, où il n'y a pas encore eu grand-chose, que ce soit les déficits immunitaires, où il y a eu plus de résultats, ce qu'on fait, c'est ce qui est exactement là. On parle d'une cellule, étant une cellule souche de la moelle osseuse, par exemple, où il y a un gène muté. Donc le système est simplifié. Ici, on met un gène, pas les 2 copies d'un gène classique, c'est juste pour simplifier. Donc on a un gène, il est muté, et la mutation, c'est le petit cercle rouge. Donc ceci provoque une maladie, déficit immunitaire, thalassémie, etc. Qu'est-ce qu'on fait? On prend un vecteur rétroviral, dans le cas des cellules de la moelle osseuse, et qui contient donc le gène normal. Hop, on l'injecte dans la cellule, et on a une intégration, je vous rappelle ce que je vous avais dit la dernière fois, on a une intégration du vecteur dans le génome quelque part. Donc on a maintenant 2 situations, la situation pathologique qui n'a pas changé, mais en plus, quelque part, il y a en moyenne, une copie normale qui permet de fabriquer la protéine
issu du gène et donc restaurer une fonction. Donc ça, c'est ce qu'on a obtenu, c'est pas mal, mais il y a quand même un grand mais, c'est que vous concevez facilement que ce gène qui est placé un peu n'importe où dans le génome, et rappelez-vous que ça peut même poser des problèmes, ce que j'ai évoqué la dernière fois, n'est pas contrôlé physiologiquement. Donc il n'est pas dans son environnement génomique physiologique. Pour prendre une image un peu triviale, mais qui aide à comprendre, imaginez qu'au lieu de considérer de la thérapie génique, on considère la réparation d'une voiture en panne, qui est ces deux phares cassés, deux phares, deux gènes, schématiquement. Vous allez chez le garagiste, vous dites voilà, moi, je ne peux plus rouler la nuit, j'ai besoin de rouler la nuit parce que mes phares sont cassés. Et vous revenez le lendemain chez votre garagiste, et le garagiste, il vous a fichu un phare quelque part en arrière du toit qui éclaire un peu devant. Enfin, c'est pas, et il vous rend là, vous dites voilà, ça y est, j'ai réparé votre panne. Vous n'allez pas forcément être tout à fait satisfait. C'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui en domaine de thérapie génique. On n'est pas capable de réparer les phares, les gènes. On va mettre un gène, donc un phare, quelque part un peu n'importe où. Ça va marcher, vaille que vaille, c'est pas si mal, on a vu des résultats. Enfin, on est loin du résultat optimal. C'est exactement la même chose. Nous sommes de mauvais garagistes, pour l'instant. Est-ce que nous pouvons devenir de bons garagistes et satisfaire le client et de réparer les phares? Il y a une idée pour le faire, même si c'est compliqué. C'est ce qui est marqué ici à droite. Même système, donc on parle de la même cellule mutée de la même façon, mais au lieu d'essayer de rajouter donc un phare, un gène n'importe où, on va essayer vraiment de réparer la mutation. Donc comment on peut réparer la mutation d'un gène? Ce n'est pas simple a priori. Et il faut deux choses. Il faut d'une part une enzyme, une nucléase, en anglais le engineer nucléase, ça veut dire une enzyme qu'on a modifiée, de telle manière qu'elle coupe l'ADN. Je vais vous montrer ça dans d'autres diapos après. Elle va casser l'ADN là où il y a la mutation. Donc pour casser l'ADN là où il y a la mutation, il faut deux choses. Il faut que cette enzyme ait la capacité de casser l'ADN. Donc ça, c'est la fonction d'une nucléase. C'est sa propriété intrinsèque. Mais il faut qu'elle le fasse exactement là où est la mutation et pas sur un autre chromosome ou n'importe où ailleurs. Il faut qu'elle agisse spécifiquement au niveau d'une certaine séquence d'ADN. Là, les choses se compliquent. Mais comme vous allez le voir, il existe des nucléases naturelles et qui ont été améliorées, qui savent couper l'ADN sur une séquence très précise, pas n'importe où. Donc, mettons qu'on a réussi à faire ça, encore que cette nucléase, il faut la faire rentrer dans la cellule. Donc, à nouveau, c'est un problème de pénétration de gènes ou de protéines ou d'ARN. Donc, ça va permettre de casser. Mais, OK, on casse, mais casser, si on casse, même si on casse de façon très précise un endroit du génome, ça ne répare pas. Si on veut réparer, il faut une deuxième chose, c'est ce qui est indiqué ici, c'est prendre un autre vecteur viral, dont on va le faire non intégratif pour pas qu'il y ait de modification du génome, sinon on revient dans ce qui se passe à gauche ici, et on va apporter un morceau de gène, ça peut être tout le gène ou un petit morceau du gène, peu importe, qui correspond à la séquence, là où il y a la séquence mutée. Donc maintenant, on va faire du copier-coller. On coupe, cut and paste en anglais, on coupe avec l'enzyme, et ensuite on répare, on colle la petite séquence normale à la place de la séquence mutée, et tac, le résultat final, on a restauré un gène normal. Là, c'est bingo, les phares fonctionnent, le client du garagiste est content, et en médecine, on est content parce que cette cellule va produire le gène normal dans son environnement physiologique. Donc c'est exact, c'est le rêve, hein, cette situation. Est-ce qu'on est capable de faire tout ça, ou est-ce que c'est la science-fiction? Ce n'est pas la science-fiction parce que ce système de casser l'ADN très précisément et de le réparer très proprement sans mutation, ça existe dans nos cellules. Il y a toute une machinerie moléculaire qui sait faire ça, qui s'appelle la recombinaison homologue. C'est un des systèmes de réparation d'ADN. Donc on peut essayer d'utiliser notre machinerie dans nos cellules de recombinaison homologue pour mettre en jeu cette voie-là. On sait le faire aujourd'hui à petite échelle, malheureusement pas encore à une échelle telle que l'on puisse l'utiliser en thérapeutique. Et les problèmes qui se posent, il y en a deux. C'est donc la fréquence avec laquelle ceci va être obtenu. Aujourd'hui, on sait le faire au mieux. Alors, ça dépend des cellules que l'on cible. Mais, par exemple, si on cible des cellules souches de la moelle osseuse, qui ne se divisent pas beaucoup, et on va voir que c'est important, l'ordre de grandeur de cellules corrigées ainsi va être peut-être 1 pour 1000. Ce n'est pas négligeable, une cellule pour 1000, mais ce n'est pas suffisant pour avoir un effet thérapeutique. Donc, il faut arriver à augmenter la fréquence de ces événements de correction. Et le deuxième problème, c'est même si on est extrêmement spécifique, une fois de temps en temps, l'enzyme va casser de façon non spécifique ailleurs dans le génome. Et si elle casse de façon non spécifique ailleurs dans le génome, elle peut éventuellement engendrer un événement dangereux. Pourquoi pas l'activation d'un oncogène.
Donc c'est ce qu'on appelle en franglais des off-targets, donc des cibles hors de la cible, c'est des coups hors de la cible. Donc il faut réduire les coups hors de la cible pour éviter la dangerosité de cette approche. Donc à la fois il faut gagner en efficacité et il faut réduire la toxicité, la dangerosité. Donc ce ne sont pas des affaires simples, mais il y a quelques résultats qui ont été obtenus. Je vais aller directement. Oui, il y a deux choses. Excusez-moi, je reviens en arrière. Il y a deux choses qu'on peut faire. On peut d'abord, excusez-moi, je ne suis pas très clair. Je me reprends pour vous dire qu'on a trois types schématiquement aujourd'hui de systèmes de nucléases que l'on peut utiliser pour casser de l'ADN de façon spécifique. Elles ont des noms pas possibles, les zinc finger nucléases, les TAL, et surtout le système qui est le plus intéressant aujourd'hui qui s'appelle CRISPR Associated Nuclease. Le principe, c'est que la protéine qu'on modifie à façon, parce qu'on modifie le gène qui va la produire, a des modules, ici en bleu pour les zinc finger nucléases, qui se fixent de façon très spécifique sur des séquences du génome. Donc on peut à façon produire des enzymes, ça aujourd'hui on sait le faire relativement facilement, qui vont couper l'ADN exactement où on veut qu'il coupe, donc de façon très très précise. Et en particulier, le dernier produit qui est ici, donc qui est devenu un produit assez populaire, qui est utilisé pour toutes sortes d'applications par les biologistes en dehors de la thérapie génique, ce sont des... J'en ai une image un peu plus loin, autant le montrer tout de suite. Sinon, on va être... Voilà. Vous avez ici cette espèce de je ne sais pas comment appeler ça, d'image vaguement arrondie, c'est l'enzyme. Et l'enzyme, elle est associée à un morceau d'ARN qui, ici c'est la séquence de l'ARN, qui va être une copie d'une certaine séquence d'ADN. Donc cet ARN, de façon schématique, va guider l'enzyme, la protéine. Donc c'est une protéine associée à de l'ARN. Ça existe naturellement comme système de défense par ailleurs dans des bactéries. C'est comme ça que ça a été découvert. Cette enzyme qui est guidée par l'ARN va aller pouvoir se fixer sur une séquence d'ADN, qui est ici en vert, qui est complémentaire. Donc c'est vraiment un ciblage extrêmement précis d'une certaine séquence, jusqu'à 20, ça implique 20 nucléotides de la séquence d'ADN. Et l'enzyme, donc en bleu ici, en fait a deux sites qui sont marqués par les petits rectangles noirs ici, qui sont un peu différents, qui vont casser exactement dans un endroit très très précis l'ADN à ces deux endroits-là. Donc on peut casser de l'ADN là où on veut, et à partir du moment où on l'a cassé, on peut le réparer, en apportant ces matrices de réparation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ce système-là est de loin le plus efficace. On peut le modifier pour le rendre encore plus spécifique. Je ne vais pas entrer dans les détails. Il est utilisé pour toutes sortes d'applications en biologie et on peut envisager de l'appliquer en thérapie génique à deux conditions que j'ai déjà évoquées. Avoir une efficacité suffisante et éviter que même si ce système est spécifique, il n'aille pas casser une fois de temps en temps là où on ne veut pas qu'il casse. Est-ce qu'il y a des débuts d'application chez l'homme? Non, on en est loin. Sur le plan expérimental, oui, et je vais vous montrer un exemple, je m'arrêterai là après. Chez la souris, dans une modèle maladie génétique du foie qui s'appelle la tyrosinémie, c'est le déficit d'une enzyme qui a un nom compliqué, le fumaryl acétate hydrolase. Ne me demandez pas trop ce que fait cette enzyme, mais si on ne l'a pas, ce n'est pas bon du tout parce qu'il y a une série de métabolites toxiques qui vont s'accumuler, qui vont abîmer le foie et qui provoquent une maladie potentiellement mortelle. C'est une maladie très très rare, mais une maladie métabolique extrêmement sévère, qui n'a pas de traitement simple aujourd'hui. Donc ce que les chercheurs ont fait, donc je vais passer en revue les différents éléments de ce travail qui a été publié très récemment, et donc qui repose sur l'utilisation de ces systèmes de CRISPR-Cas9, donc de recombinaison homologue pour réparer un gène. Donc qu'est-ce qu'on fait ici? On a une souris qui est mutée pour le gène qui code pour ce truc-là, fumaryl acétate hydrolase, FAH, ça va plus vite. Donc la souris est mutée, elle a la maladie. Et on va induire sa maladie, on peut aggraver la maladie en lui injectant une substance toxique qui s'appelle NTBC. Pardon, c'est l'inverse. L'NTBC protège, donc on enlève la substance qui protège, et la souris va développer une maladie potentiellement grave qui va avec un foie très abîmé qu'on voit ici. On ne voit pas très, très, très bien, mais le foie est ici très abîmé par rapport à un foie normal. Ça, c'est l'image de l'histologie d'un foie normal de la souris, et c'est le foie, vous voyez qu'il est très différent. Il est en fait très pathologique. Donc, qu'est-ce qui est fait dans ce modèle? On va injecter à la souris par voie intraveineuse des plasmides, donc on n'utilise même pas de virus dans ce cas-là, donc des séquences circulaires d'ADN qui apportent tout ce qu'on souhaite avoir, c'est-à-dire d'une part une enzyme qui a été CRISPR-Cas9
qui a été fabriquée de telle manière qu'elle cible le gène FAH, et qui, avec la mutation ici dans l'exon 8. Et d'autre part, on va apporter la séquence complémentaire d'ADN pour réparer, de telle manière que, ça c'est la souris, les cellules du foie de la souris malade, elle a une mutation marquée par la lettre A dans l'exon 8, on a un produit final où A est remplacé par G. Donc on corrige l'anomalie. In vivo, par l'injection de l'enzyme et de la matrice qui permet l'événement de recombinaison homologue, sachant que dans une certaine mesure, ce matériel génétique peut pénétrer les cellules du foie, même s'il n'y a pas de virus. Et on regarde ce qui se passe, et ce qu'on regarde, c'est qu'un certain nombre de ces cellules vont, grâce à cela, de ces souris, excusez-moi, vont survivre. C'est pas loin d'être parfait. Ce sont ici 3 souris traitées ainsi de façon, avec une enzyme spécifique, FAH1, 2 et 3. Et vous voyez notamment celle-là, c'est évidemment le résultat le plus spectaculaire. Si on mesure le poids de la souris, qui est une façon d'apprécier son état de santé, les souris non traitées en noir ici, elles ont une dégradation, elles vont mourir très rapidement de leur maladie. Et les souris marquées en rouge ou en bleu ont un poids qui est meilleur. Il y en a une qui maintient son poids normal, les autres finissent par perdre du poids, mais vous voyez que la situation s'est améliorée, l'état de leur foie s'améliore, et de façon peut-être le plus nette, c'est que la maladie hépatique qui se traduit par une hépatite, donc l'élévation des transaminases, ici dans une souris malade non traitée, vous voyez la différence de la quantité de transaminases dans le sang de la souris traitée a beaucoup moins de transaminases, donc qui témoigne d'une régression de l'hépatite, et de la même façon la bilirubine, ce qui donne la jaunisse de l'ictère de certaines maladies hépatiques, qui est très élevée chez les souris déficitaires en FAH, est corrigée par cette manipulation génétique. Donc ça, c'est un exemple où cette approche de recombinaison homologue, donc extrêmement spécifique, ciblant le gène FAH avec une séquence d'ARN complémentaire du gène FAH couplé à l'enzyme qui va couper, permet, au moins dans une certaine mesure, de corriger in vivo, donc ce n'est pas juste dans des cellules de laboratoire, une maladie génétique. Ce qui se passe, c'est que le nombre de cellules corrigées n'est probablement pas très important, on ne sait pas encore très très bien, mais qu'il y a une sélection positive des cellules corrigées qui survivent quand les autres meurent et vont permettre de maintenir une certaine fonction hépatique. Donc de ce résultat expérimental récent à l'application humaine, il y a une étape encore très très longue, mais c'est un résultat parmi quelques autres, ce ne sont pas encore très nombreux, qui laisse espérer qu'un jour nous serons, enfin nous collectivement, de bons garagistes et non pas des bricoleurs comme nous le sommes encore aujourd'hui. Donc probablement une partie de l'avenir de la thérapie génique va reposer sur ces approches extrêmement précises de modification des gènes pour corriger des mutations. Et on verra d'ailleurs dans le cours sur les thérapies cellulaires la prochaine fois et la fois suivante, des applications mixtes de ces approches-là avec la thérapie cellulaire pour corriger d'autres maladies. Donc juste pour terminer, on va passer ça parce que c'est trop long. Aujourd'hui, si on fait le bilan de la thérapie génique en application médicale, il y a des succès, et c'est non négligeable. On peut prendre la bouteille comme à moitié pleine ou à moitié vide, comme on le souhaite. Plus de 100 malades ont bénéficié d'une thérapie génique, surtout des malades atteints de déficit immunitaire, dont je vous ai parlé la dernière fois, mais pas que. Aujourd'hui, je vous ai parlé d'hémophilie, par exemple, dans une certaine mesure, même si c'est moins flagrant, les maladies génétiques de la rétine, et puis les leucémies, sur le plan des maladies acquises. Donc c'est à la fois un certain succès, mais encore des résultats très limités. Ce sont plus de 100 patients, 6 maladies, donc ce n'est pas un très grand nombre de maladies, mais à chaque fois, l'approche a été efficace lorsqu'on a pu la fonder sur une très bonne connaissance des mécanismes de la physiopathologie, des mécanismes de la maladie. Aujourd'hui, progressivement, les indications s'étendent. Il y a plus de 10 maladies nouvelles qui sont en train d'être testées, notamment des déficits immunitaires, parce que c'est là que c'est le plus facile, je vous l'ai indiqué tout à l'heure, mais aussi des leucémies, je vous en ai parlé, l'hémophilie, je vous en ai parlé, les maladies de la rétine, et puis, je ne vous en ai pas parlé, mais c'est plus difficile, sans doute, dans un avenir pas trop lointain, des maladies génétiques du muscle, par exemple, et du foie, et d'autres, que si on réfléchit sur comment il faut, pour progresser, il faut suivre ces malades pendant très longtemps, des années, même des dizaines d'années, pour voir en quelle mesure l'effet persiste, est-ce qu'il n'y a pas une toxicité même à long terme, exactement ce qu'on arrive à obtenir. C'est vraiment une médecine de dentelle très précise pour apprécier les éléments d'efficacité et de sécurité et donc de progresser
petit à petit dans le développement de ces approches. Il y a des nouvelles technologies, je viens de vous en dire un mot, en anglais ce qu'on appelle le genome editing, c'est-à-dire la modification des gènes précises par recombinaison homologue, et qu'avec ça, et j'en parlerai dans le cours à venir la semaine prochaine et la semaine suivante, on peut modifier les cellules souches, ce qu'on appelle l'ingénierie des cellules souches, donc des formes particulières de thérapie cellulaire, et peut-être que la combinaison des deux, même si ce n'est pas encore appliqué chez l'homme, vraiment, sera source de traitement d'autres maladies. Ça, je vous l'expliquerai la semaine prochaine et la semaine suivante. Et qu'en fait, on a ici une nouvelle thérapeutique, même si on reste sur la thérapie génique. C'est classiquement, si vous pensez médicament, vous pensez à une molécule chimique, naturellement. Vous allez chez le pharmacien, on achète cette molécule chimique. Il y a aujourd'hui de nouvelles classes de médicaments. On a parlé des anticorps monoclonaux dans les cours précédents. Et là, on a une situation encore plus complexe, sur le plan, y compris la législation. C'est que le médicament, dans le cas de la thérapie génique ex vivo, ce n'est même pas le vecteur, le virus qu'on va utiliser pour introduire le gène dans les cellules, c'est la cellule modifiée par le vecteur. Donc la cellule du malade est son propre médicament. Ceci a des applications assez complexes. Je ne vais pas entrer ici dans les détails, mais ça veut dire que la façon dont on va manipuler les cellules des malades, une fois qu'on les a prélevées de leur corps, doit être fait dans des conditions extrêmement soigneuses, extrêmement rigoureuses, qui se rapprochent, ça paraît étonnant, mais c'est la réalité réglementaire, qui se rapprochent des conditions dans lesquelles on produit les médicaments dans l'industrie pharmaceutique. Donc ceci pose des problèmes assez compliqués, qui ne sont pas encore tous résolus, de développement de la production de la façon la plus sûre possible pour les malades, de médicaments pour le moins non classiques, puisque ce sont les propres cellules de malades modifiées qui est le médicament, dans le cas de la thérapie génique ex vivo. Dans la thérapie génique in vivo, par exemple dans l'hémophilie, c'est le vecteur qui est le médicament. C'est un peu plus simple, c'est une situation intermédiaire par rapport à la thérapeutique classique. Et puis, si on réfléchit un instant au développement futur pour dépasser les quelques centaines de malades, mais arriver à des milliers, et pourquoi pas après-demain des dizaines de milliers de malades, ça veut dire qu'il va falloir produire en grande quantité les vecteurs, les virus ou les plasmides, le matériel génétique que l'on cherche à utiliser. Et que là, il y a une échelle d'automatisation de production à grande échelle, donc, qui permettant de traiter un grand nombre de malades, et qui sont des problématiques d'industrialisation. Donc typiquement l'industrie pharmaceutique, qui ne sont encore que très partiellement résolues. Il y a un énorme travail dans ce domaine qui est moins spectaculaire, mais qui est indispensable si on veut que ces thérapeutiques puissent s'appliquer à un nombre de malades qui ne soit pas seulement quelques centaines dans le monde, mais encore une fois des milliers ou plus. Voilà, on va s'arrêter là aujourd'hui. Et donc la semaine prochaine, la semaine suivante, on parlera de thérapie cellulaire. On verra qu'il y a des liens, dans certains cas, avec la thérapie génique. Je vous remercie.